Bon, merci beaucoup d'être parmi nous et merci à Colin Palich également d'avoir accepté notre invitation. Donc, Colin est chercheur en littérature et durabilité à l'Université de Lausanne et directeur du festival Écotopial. Il est actuellement en intervention chez nous à l'EMCA auprès des Master 1 pour travailler sur les nouveaux récits et nouveaux imaginaires. Et on se disait que c'était un peu dommage de réserver ça juste à quelques étudiants, d'où la proposition de faire cette conférence ouverte à tous, donc à toutes les écoles et à tous les studios. Donc pour nous accompagner sur l'organisation de cette conférence, on est aujourd'hui avec la Bocage, Bouleversement Carbone dans l'animation et le jeu vidéo. C'est une association angoumoisine que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et donc on va vous en dire quelques mots. Je suis avec Alexandre Breteau, donc le président ou coprésident de l'association, et Sylvain Maillard, qui est le chargé de mission de l'association. Merci Géraldine. Donc du coup, la Bocage. Donc Bocage, comme on l'a dit, bouleversement carbone dans l'animation de jeux vidéo. L'idée, c'était en fait de regrouper un peu des initiatives autour des studios d'animation et de jeux vidéo en Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, en fait, on va dire, 3 objectifs au niveau de l'association. Sensibiliser, comprendre et agir, en fait. Donc on pense que pour pouvoir agir au niveau écologique, éco-responsabilité, il faut déjà comprendre, en fait, et être sensibilisé à ça. Donc on a organisé, par exemple, des fresques du climat au sein des entreprises. On va organiser, je laisserai Sylvain en parler, ce qu'on va faire un peu sur cette année, comme ça vous saurez un peu plus ce qu'il en est. Au début, on était réservé, entre guillemets, que pour les studios, parce qu'en fait, la stratégie, c'est de sensibiliser les gens dans les studios, les directeurs de studios, pour que ça agisse vraiment après. Mais on s'est ouvert maintenant aux particuliers. Donc si vous voulez rejoindre la Bocage, que vous avez des idées, des envies pour faire évoluer notre métier, notre façon de travailler, venez nous voir. Ce sera avec plaisir. Qu'est-ce que je peux dire? Donc moi aussi, je suis très content de ces nouveaux récits, en fait, parce que je pense que en tant que monde du jeu vidéo ou de l'animation, on a entre les mains une arme de construction massive et en fait, il faut qu'on l'utilise à bon escient. Et justement, de se poser la question des récits et de se dire, et si je faisais un pas de côté, comment je pourrais proposer des choses différentes? Moi, il y a un documentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, un documentaire qui m'a vraiment marqué, qui est Demain, de Cyril Dion. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais suite à ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est génial la permaculture, mais attends, mais c'est génial, ça. On découvre des choses et on se dit, ah mais oui, il y a d'autres directions. Et je pense vraiment qu'on a une responsabilité là-dessus et qu'on peut trouver des choses vraiment positives et qui vont nous donner envie d'aller un peu plus vers ces temps qui peuvent être difficiles avec le dérèglement climatique. Donc voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Je suis pressé de voir cette conférence. Et je vais laisser Sylvain parler un peu des projets pour l'année à venir. Merci Alexandre. Je vais essayer d'être assez bref alors pour passer à la conférence. Merci à toutes et à tous d'être là. Je remercie ici Colin donc pour sa présence et l'MK pour l'opportunité qui nous a été donnée d'organiser cette conférence et le CNAM Angevin aussi pour l'accueil ici. Alors juste 2 mots sur la Bocage. Donc c'est une association qui a été créée en 2023 sous l'impulsion de studios et d'écoles donc sur Grand Angoulême. Aujourd'hui, on est une vingtaine d'adhérents, studios et écoles, avec par exemple donc Creative Loops Studio, Studio Harry, Caribara, Superprod, des écoles comme donc l'MK ou également donc le CNAM Gym bien sûr. Et on a construit un programme en fait avec tous les directeurs de studio et les membres de l'association pour avoir des actions donc, de sensibilisation, de compréhension en fait, des enjeux aussi de l'environnement et de l'écoproduction dans les studios, et aussi un programme pour essayer d'agir en fait, localement et d'apporter des solutions concrètes aux studios pour améliorer en fait, voilà, des aspects comme la mobilité, la restauration, l'énergie dans les bâtiments, les manières de créer aussi un petit peu dans les studios. Et c'est aussi un petit peu un laboratoire d'idées, la Bocage. Donc tous ceux et celles qui souhaitent rejoindre l'association pour voilà, travailler ces sujets-là sont les bienvenus, puisque, donc, comme le disait Alexandre, on a ouvert aussi l'adhésion aux personnes individuelles. Et je vais m'arrêter là pour laisser la place. Merci. J'aimerais juste ajouter que les studios peuvent adhérer, mais les écoles aussi. Donc l'MK est membre de la Bocage. Et donc, s'il y a des étudiants qui sont intéressés par ces sujets, vous pouvez venir me voir. Et puis peut-être que vous pouvez assister à un certain nombre d'actions également. Voilà. Merci. Colin, on vous laisse la parole.
Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Tout à l'heure. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette invitation. Donc j'aimerais... Ah, est-ce que j'ai le micro au bon endroit? Comme ça va? Super. Moi aussi, j'aimerais commencer par adresser mes plus vifs remerciements à Géraldine Zanier, à Émilie Mercier, et Stéphanie Cadoret et à toute l'équipe de l'EMCA, bien entendu aussi à l'Association de l'Abocage pour cette merveilleuse invitation et pour surtout m'avoir invité à parler des liens entre deux choses qui me tiennent très à cœur, l'écologie et les récits. Donc, fidèle peut-être à la philosophie de la marche, chère à Henry David Thoreau, qui est un philosophe que vous connaissez peut-être, l'un des précurseurs de la pensée écologique, je vous propose de considérer cette petite communication plutôt comme un cheminement, comme une flânerie, comme une promenade. Mon ambition durant la petite heure et plus qui va venir va se résumer à ouvrir finalement des pistes, à défricher des sentiers et à essaimer peut-être quelques idées. On aura l'occasion d'en discuter à la fin ensemble, toutes et tous ensemble. On verra en fait au fil de cette intervention en quoi, j'espère, les récits et les imaginaires constituent aujourd'hui effectivement, comme l'a très bien dit Alexandre, un enjeu majeur pour repenser la question écologique et surtout comment de nombreux artistes de tous métiers et de tous horizons tentent d'y répondre à présent déjà. J'évoquerai donc aussi bien des films que des romans, que des bandes dessinées, une bande dessinée en particulier, pour investiguer les formes que prennent ces imaginaires que l'on commence à appeler, d'après l'expression de Bruno Latour, qu'on retrouvera aussi pendant cette conférence, des imaginaires terrestres. Je commencerai par évoquer peut-être en première partie l'histoire d'une notion. Cette notion, c'est celle de l'éco-poétique, qui fait l'objet aujourd'hui de maints travaux universitaires et qui constitue un premier mode de lecture des questions écologiques dans les arts. Il va s'agir dans cette première partie, encore une fois, d'investiguer les inspirations qui ont donné lieu, qui ont abouti à cette notion, d'en retracer l'histoire dans les études littéraires et plus généralement dans l'histoire de l'art, et d'en proposer un état des lieux et finalement de réfléchir ensemble à ces fonctions possibles au sein de ces domaines de la création qu'on appelle les créativités environnementales, c'est-à-dire justement des domaines qui adressent ces questions écologiques. On verra quel aspect cette notion revêt à l'heure actuelle, autrement dit quel type d'éco-poétique on rencontre dans les arts, et en particulier dans la littérature et dans les arts narratifs, avant d'aborder plus explicitement les nouveaux enjeux auxquels notre condition terrestre, encore une fois, nous confronte au regard de ces arts. Il va donc être question, je disais, un cheminement, une promenade, question de récit, question de critique, et plus généralement question d'esthétique, avec des exemples à l'appui. J'ai pris mes trois petits livres avec moi, dont je vous lirai justement quelques extraits. Et puisqu'il va être question de récit, justement, j'aimerais commencer par vous lire une petite histoire qui nous aidera certainement à saisir l'enjeu de cette littérature que l'on nomme justement environnementale, de ces arts narratifs que l'on nomme environnementaux, des créativités environnementales au sens large, et dont justement, dans les nombreux arts dont on a parlé avant, sont des formes d'expression. Il s'agit des premières pages d'un ouvrage du philosophe Baptiste Morisot, que vous connaissez peut-être, Manière d'être vivant, dont vous avez peut-être entendu parler, vous le voyez ici, caméra au point, je ne sais pas si c'est une caméra ou c'est peut-être un observateur, bref, et qui nous regarde de son œil acéré. Qu'est-ce que nous dit Baptiste Morisot? Nous sommes au col de la Bataille. C'est la fin de l'été, il fait froid. Les vents puissants du nord viennent se fracasser ici contre les vents du sud. C'est un col désolé, resté au Paléolithique, traversé par une petite route goudronnée, souvent fermée. Mais ce n'est pas un désert. C'est un haut lieu de la vie aérienne. En effet, c'est par là que beaucoup d'oiseaux, d'espèces innombrables, passent dans leur long voyage migratoire vers l'Afrique. C'est une porte mythique pour basculer de l'autre côté du monde. Et nous sommes là, dit Morisot, nous sommes là pour les dénombrer. Munis d'un compteur manuel de personnes utilisé dans les discothèques et les salles de théâtre, nous cliquons frénétiquement dans une sorte de transe joyeuse pour chaque hirondelle qui passe, et il en passe des milliers et des dizaines de milliers. Ma compagne en compte 3547 en 3 heures de comptage. Des hirondelles rustiques, de fenêtres, de rochers, elles arrivent par le nord, en grappes, en essaim, et se tapissent dans la hêtraie sous le col en attente de signes mystérieux pour nous. Elles évaluent le vent, la météo, leur nombre, que sais-je. Elles refont leur minuscule réserve de graisse pendant la halte, et à un instant précis, pour des motifs qui nous échappent, un banc entier d'hirondelles s'engouffre dans une brèche du temps pour passer le col au bon moment, juste au bon moment.
Le ciel est constellé d'oiseaux. Tout à coup, un bruit de moteur détourne notre attention. Au-dessous, sur la route, une file indienne de voitures anciennes monte le col. C'est une de ces réunions de collectionneurs qui sortent le dimanche pour faire rutiler leurs guimbardes pomponnées sur les routes de montagne. Ils s'arrêtent au col, ils sortent une minute ou deux pour faire quelques selfies acrobatiques, tentant de faire tenir ensemble sur l'écran capot, sourire et paysage. Ils sont attachants et contents d'être là, et puis ils repartent. Ma compagne à mes côtés a une image qui nous paralyse dans le vent terrible. « Ils n'ont pas remarqué, dit-elle. Ils n'ont pas remarqué qu'ils se tenaient au milieu de quelque chose comme le port le plus vivant, le plus cosmopolite, le plus bigarré de Méditerranée, où des peuples innombrables sont en partance pour l'Afrique. Des peuples bataillant contre les éléments, se tissant au flux d'énergie, jubilant du soleil, glissant sur la force du vent. » Et en effet, en primates sociaux obnubilés par nos congénères, comme nous savons si bien l'être, ils n'ont vu qu'un col désolé, un décor vide, un paysage muet, un fond d'écran d'ordinateur. Aucune récrimination envers ces gens, pourtant, dans cette prise de conscience. Ils ne sont ni plus ni moins que nous-mêmes. Combien de fois n'avons-nous rien vu de ce qui se tramait de vivant dans un lieu, probablement chaque jour? C'est notre héritage culturel, notre socialisation qui nous a fait ainsi. Il y a des raisons et des causes à cela, mais ce n'est pas une raison de ne pas se battre. À mains égards, cet extrait touche sur le plan éthique, philosophique et psychologique au cœur des enjeux écologiques contemporains et des catastrophes qui les traversent. Dans cet extrait, ce qui ébahit la compagne de philosophe, c'est l'occultation pure et simple par le groupe de conducteurs automobiles des autres vivants qui peuplent le col de la bataille. Ce fait de cécité collective auquel assiste ici le couple d'ornithologues amateurs n'est pas un phénomène isolé. Bien plus, Morisot l'envisage comme un symptôme local, comme le symptôme local d'une crise plus importante et plus ancienne touchant l'humanité occidentale. Cette crise discrète, qu'il dit discrète, presque inaperçue, à peine bruissante, remarque le philosophe dans son texte, mais d'une ampleur politique encore insoupçonnée, une crise qui touche notre sensibilité au vivant et qui en révèle l'étiolement, la disparition. Voilà ce que dit Morisot. La crise de nos relations au vivant est une crise de la sensibilité. Parce que les relations que nous avons pris l'habitude d'entretenir avec les vivants sont des relations à la nature. Conséquemment, cela implique qu'on considère les vivants essentiellement comme un décor, comme une réserve de ressources à disposition pour la production, comme un lieu de ressourcement ou comme un support de projection émotionnelle et symbolique. Être un décor et un support de projection, c'est avoir perdu sa consistance ontologique. Quelque chose perd sa consistance ontologique quand on perd la faculté d'y faire attention comme un être à part entière qui compte dans la vie collective. La chute du monde vivant en dehors du champ de l'attention collective et politique, en dehors du champ de l'important, c'est là l'événement inaugural de la crise de la sensibilité, nous dit Baptiste Morisot. Le constat de cet évidement ontologique des êtres non humains, de cette chute du vivant en dehors du champ d'attention, comme il dit, fait bien entendu écho, dans la culture qui est la nôtre, à une préoccupation philosophique séculaire. Préoccupation dont Jean-Jacques Rousseau pose certainement les prémices fondamentales en France au XVIIIe siècle, et qu'environ un siècle plus tard, le mouvement romantique sublimera en Angleterre, en Allemagne et en France, au travers d'œuvres désormais classiques. Face aux ravages de l'industrialisation en Europe et à l'échec de l'idéal de progrès rationaliste prôné par les Lumières, les romantiques postulent en effet, et c'est la première étape, si l'on veut, dans une sorte de réconciliation avec une attention renouvelée à la nature, les romantiques postulent une relation renouvelée justement au vivant, relation que l'art a pour tâche de révéler. Sous la bannière du romantisme, les artistes ne sont plus appelés à dédier leur sensibilité à la reproduction de modèles anciens, mais plutôt à l'expression originale d'une vérité profonde, authentique et spirituelle. Vérité dont la source est justement la nature. Voici ce que dit Victor Hugo dans sa préface à Cromwell en 1827. La poésie fera un grand pas, un pas décisif, un pas qui, pareil à la secousse d'un tremblement de terre, changera toute la face du monde intellectuel. Elle se mettra à faire comme la nature, à mêler dans ses créations, sans pourtant les confondre, l'ombre et la lumière, le grotesque au sublime, en d'autres termes, le corps à l'âme, la bête à l'esprit. Car le point de départ de la religion est toujours le point de départ de la poésie. Tout se tient. Le poète, pour Victor Hugo, ne doit donc prendre de conseil que de la nature.
C'est dans cette préface à Cromwell, qui passe communément, dont on le sait en France, comme le premier manifeste du romantisme, que Hugo sacralise, comme on vient de le lire, cette source d'inspiration et qu'il la présente comme le fondement même d'une nouvelle religion. Même si elle reste anthropocentrée et qu'elle n'adresse pas systématiquement les destructions du vivant dont l'activité humaine est la cause, la pensée romantique de l'art constitue historiquement une première articulation, je le disais, du rapport entre sensibilité et questions écologiques. Tout au long du XIXe siècle, la poésie, la peinture, la musique s'efforceront d'illustrer, de défendre, de réinventer les liens sensibles qui unissent l'être humain au vivant. Ce mouvement aura même par endroits un impact concret sur la protection des écosystèmes. Ainsi, c'est une anecdote qu'on oublie souvent, dès 1830, les peintres de l'école de Barbizon, et notamment Théodore Rousseau, orchestrent une campagne acharnée pour la préservation de la forêt de Fontainebleau, dont les arbres centenaires sont promis à l'abattage. Après des années de l'une des premières luttes écologistes, rythmées par des actions de désobéissance civile et la publication d'articles de sensibilisation rédigés par d'autres écrivains romantiques comme George Sand, Théodore Rousseau et ses disciples obtiennent donc de Napoléon III que la forêt soit classée comme réserve artistique en 1861. Les peintres se levaient la nuit et allaient arracher comme ça les pousses des arbres qui étaient replantés à la place des grands arbres qu'ils aimaient peindre, toujours à des fins de rentabilité, à des fins de production. Et ainsi, Fontainebleau devient la première réserve naturelle au monde, plus de 10 ans avant le parc naturel de Yellowstone aux États-Unis, qui donc passe communément pour être justement la première réserve naturelle. Et pour plus d'informations sur l'histoire passionnante de cette lutte, il existe un ouvrage de Patrick Snyder qui s'appelle « Des arbres à défendre », dont je pourrais, si vous voulez, vous transmettre la référence. Oui. Même si de tels exemples, des exemples comme comme la révolte des peintres de l'école de Barbizon sont finalement rares, cette lutte menée au nom de l'art et de la nature prouve le rôle fondateur du mouvement romantique dans l'histoire de la conscience écologique. Un autre critique, cette fois-ci beaucoup plus contemporain, Michel Collot, rappelle en ces termes-là, le romantisme a contribué de façon décisive à la promotion d'un sentiment de la nature qu'on ne saurait confondre, comme on le fait parfois, avec un quelconque sentimentalisme. Il exprime moins l'expression d'un sujet qui répand au dehors ses états d'âme que sa réceptivité, c'est un terme très important, que sa réceptivité à ce qui l'entoure et sa participation physique autant qu'affective à la vie de la nature. Par là, le romantisme a favorisé l'émergence d'une véritable conscience écologique. Aux États-Unis, côté cette fois-ci anglo-saxon, aux États-Unis, ce sont les pensées de Ralph Waldo Emerson et de Henry David Thoreau qui permettent d'apporter une autre perspective concernant l'hypothèse de Morisot, cette question donc de la crise de la sensibilité. Dans son essai Nature, socle théorique du transcendantalisme, Emerson est un philosophe américain, fondateur du transcendantalisme, Emerson plaide en faveur d'une reconnexion de l'être humain aux forces naturelles sur un plan spirituel et moral. Pour le philosophe américain, notre industrie nous a donc amoindris, diminués, et l'être humain doit retrouver ses sens, réapprendre à être pleinement lui-même. Cette communion retrouvée avec le cosmos, ce sont justement les artistes qui nous permettent en partie d'y accéder par la quête de beauté qui se manifeste dans leur œuvre. La production d'une œuvre d'art, dit Emerson, jette une lumière sur le mystère de l'humanité. Une œuvre d'art est un résumé ou un exemple du monde. C'est le résultat ou l'expression de la nature en miniature. Je vous lis juste cette phrase tirée de Nature. Présentement, l'homme ne donne que la moitié de ses forces à la nature. L'emploi économique du feu, du vent, de l'eau, de l'aiguille marine, la vapeur, le charbon, la chimie appliquée à l'agriculture, autant de choses qu'il faut considérer comme de la fumure. Il y a là résomption de facultés, exactement comme si un roi banni s'avisait d'acquérir pouce par pouce ses anciens territoires, au lieu de tenter de remonter du premier coup sur son trône. La raison pour laquelle le monde manque d'unité et semble brisé en morceaux vient de ce que l'homme lui-même est désagrégé. Et c'est justement le fait de renouer avec la nature qui réagrège ou qui rééquilibre l'être humain pour ce transcendentaliste qui est Emerson. L'art est, dit encore le philosophe dans un autre texte, une nature qui traverse l'alambic de l'homme. Ainsi, dans l'art, la nature travaille-t-elle par la volonté d'un homme rempli de la beauté de ses œuvres. Qui travaille à travers l'homme par le biais des œuvres d'art. Cette spiritualisation de la nature dans une œuvre d'art, c'est, comme on le sait aussi, Henry David Thoreau, qui presque 20 ans après l'apparition de Nature, tentera de lui donner forme dans son œuvre Walden, ou La vie dans les bois. Vous
avez l'exemplaire, l'une des premières éditions devant les yeux. Paru en 1854, Walden est un ouvrage inclassable, génériquement hybride, mêlant des formes du journal intime, de l'autobiographie, du roman, de l'essai philosophique ou encore du pamphlet politique. Par l'exigence qu'il met à retranscrire le plus fidèlement possible les différents aspects de cette vie dans les bois, qui est le sous-titre de cet ouvrage fondateur, Walden est considéré comme l'un des ouvrages premiers qui appartient à ce courant du nature writing dont vous avez peut-être déjà entendu parler aux États-Unis. Mouvement d'écriture de la nature, donc nature writing, qui bien souvent fait l'apologie des grands espaces, loue la beauté du monde naturel et plaide tout autant en faveur d'une liberté humaine fondamentale, en communion avec le vivant, que de la préservation de l'environnement. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon de la culture de la sensibilité écologique depuis la fin du XVIIIe siècle. On peut véritablement considérer que c'est à ce moment-là que naît cette sensibilité et qui potentiellement s'est désagrégée, encore une fois, d'après Morisot. On perçoit ainsi plus clairement à quelle source historique s'abreuve la proposition théorique de Baptiste Morisot. Proposition qui s'inscrit également et plus récemment dans le sillage de la pensée de David Abraham, dont on verra tout à l'heure un extrait, dans son ouvrage qui est désormais un ouvrage classique, tardivement traduit en France sous le titre « Comment la Terre s'est tue ». Le philosophe David Abraham donc propose d'investiguer de nouvelles manières de se mettre à l'écoute de la Terre, dont les arts évidemment font partie. Tout comme Emerson jadis, il suggère de mener l'enquête du côté des arts littéraires, de la poésie, de la littérature, de la peinture. Et je reviendrai encore une fois, comme je le disais, à Abraham plus tard. Ce faisant, son ouvrage, Comment la nature, The Spell of the Senses, Comment la Terre s'est tue, incite indirectement les critiques à renforcer des pratiques de lecture permettant de faire entendre les voix de la nature, les voix de la Terre dans les textes de fiction. Et on en vient progressivement à cette notion qui m'occupe maintenant, qui est la notion d'écopoétique. Aujourd'hui, la plupart des arts qui se saisissent de la question écologique peuvent être considérés comme appartenant justement à ce mouvement écopoétique. Or, ces pratiques existent, les pratiques donc de revitalisation de la question écologique par les arts. Elles ont revêtu et continuent de revêtir diverses formes dans l'histoire de la littérature et dans les arts, sous l'appellation générique, je le disais, d'éco-poétique. Elles offrent une ressource certaine vis-à-vis de la transformation écologique de la société, qui est l'une des questions qui nous occupe ce soir. L'éco-poétique est en ce sens un chantier qui contribue, comme disait Thoreau, à faire parler les fleuves et les vents et à fonder de nouveaux imaginaires. D'où l'intérêt de s'y pencher ce soir pour une conférence sur les nouveaux imaginaires écologiques. À l'origine donc de l'écopoétique, il y a le façonnement d'un regard, il y a une forme d'attention. C'est d'abord un type de lecture et d'interprétation des œuvres d'art, centré sur notre rapport au vivant et au monde naturel. De fait, l'écopoétique évolue en même temps que les divers savoirs propres à l'écologie. C'est donc une notion plurielle, en perpétuelle redéfinition d'elle-même, dont l'émergence est finalement assez récente. On a assez récemment commencé à parler d'éco-poétique. Auparavant, on parlait plutôt depuis les années 70 d'éco-critique. Au même titre que l'histoire, la philosophie ou l'éthique environnementale, l'éco-poétique se situe au carrefour de plusieurs approches complémentaires. On va un petit peu explorer maintenant ces carrefours, toujours dans une optique de cartographie comme ça, de cette préoccupation écologique à travers les arts. Elle participe, je le disais, l'écopoétique de la pensée écologique, elle l'accompagne et elle peut lui ménager des nouvelles voies de déploiement, même si elle est encore peu conviée dans les différents champs de recherche que j'ai évoqués, notamment l'économie écologique, par exemple, parle assez peu d'écopoétique. Une première archéologie de cette notion écopoétique permet d'en dégager les enjeux esthétiques et de passer en revue ses critères et ses formes les plus saillantes. On a déjà souligné où cette sensibilité renouvelée au vivant puisait ses inspirations, chez les romantiques en France et dans la tradition du nature writing aux États-Unis. Mais c'est d'abord justement de l'autre côté de l'Atlantique que cette nouvelle attention aux enjeux de notre rapport au vivant, dans et par les textes, s'est peu à peu constituée en mouvement critique. À maints égards, l'élaboration progressive de cette perspective a accompagné l'évolution de la conscience écologique aux États-Unis. En histoire de la critique, on cite souvent la parution du livre que vous avez devant les yeux, Silent Spring, de Rachel Carson, en 1962, comme l'un des événements majeurs qui a conduit à cette prise de conscience écologique au travers de la littérature, en particulier de l'essai et de la fiction. Mais il a fallu attendre 1978 pour que cette orientation critique et poétique spécifique trouve sa première appellation,
78-78, trouve sa première appellation sous la plume de William Ruckert, c'est une précision un peu terminologique, dans un article qui est intitulé justement Literature and Ecology. Ruckert avance que l'éco-criticism, ce qu'il appelle, donc qui a donné éco-critique, se définit comme l'application de l'écologie, c'est une définition très simple, l'application de l'écologie et de concepts écologiques à l'étude de la littérature, et on pourrait appeler à l'étude des arts en général. Définition assez vaste, je le disais, mais qui a le mérite d'inaugurer un champ de recherche. Et c'est plus tard, c'est véritablement en 1996, à l'occasion de la publication cardinale de l'ouvrage dirigé par Cheryl Glotfeltli et Harold Fromm, Eco-Criticism, je vais y arriver, Reader, la journée était longue, Landmark in Literary Ecology, que l'éco-critique s'institutionnalise. Glotfeltli propose une première définition, une définition plus précise. C'est moi, t'inquiète pas. Une définition plus précise et en même temps plus resserrée de sa discipline. Elle dit, est-ce que c'est la prochaine? Oui, c'est la prochaine slide. Qu'est-ce que l'éco-critique, nous dit Glotfeltli? Dit simplement l'éco-critique est l'étude du rapport entre la littérature et l'environnement naturel. Tout comme la critique féministe examine le langage et la littérature d'une perspective consciente du genre, gender, tout comme la critique marxiste apporte une conscience des rapports de classe et des modes de production à sa lecture des textes, l'éco-critique amène une approche centrée sur la terre aux études littéraires. Attention, encore une fois, aux enjeux écologiques dans la littérature et par la littérature. Pour Glotfeltli, il s'agit de retrouver dans les textes un certain lien à la culture du lieu et à notre relation à celle-ci. Et pour ce faire, nous devons nous tenir, selon son expression assez parlante, avec un pied dans le texte et l'autre dans le territoire. One foot in literature and the other on land, dans la langue de Shakespeare. On conçoit bien, un pied de chaque côté, on conçoit bien comment cet intérêt porté au lieu peut s'avérer complexe en matière d'analyse lorsqu'on lit des textes qui s'associent ou qui s'intègrent à ce mouvement de l'éco-critique. C'est sans doute toute la richesse sous-tendue justement par le préfixe éco qui renvoie à l'oikos grec, le foyer, la maison, l'espace partagé. Il s'agit tout d'abord tout autant de prêter attention à la dimension empirique et à l'expérience concrète que je peux faire d'un lieu, on parlerait aujourd'hui de littérature ou d'épistémologie située, mais également de prendre en compte l'évolution et les transformations de ce lieu au travers du temps, de même que l'histoire des représentations qui lui ont été attachées et des diverses manières dont les créatures qui l'habitent et qui l'ont habité se sont organisées pour interagir avec lui. Donc on a vraiment toute une pléthore comme ça de perspectives et de savoirs qui convergent au travers de cette notion d'éco-critique et aussi d'éco-poétique, on le verra plus tard. Cette pluralité nécessaire des points de vue et des approches à considérer n'est pas sans incidence sur la définition de la discipline elle-même et sur la détermination de ses objets. Quand on y réfléchit, s'intéresser au récit de lieux implique de recueillir une quantité vertigineuse de données, factuelles et fictionnelles, historiques, scientifiques, philosophiques, artistiques, etc. In fine, comme le soulignera Laurence Buell, qui est l'un des pionniers de l'éco-critique aux États-Unis, auteur notamment, le voici, de Writing for an Endangered World, il s'agit d'une véritable révolution copernicienne. Elle implique, la naissance de l'éco-critique implique une véritable révolution copernicienne. Elle implique selon les mots de Buell, réinscrire l'histoire humaine dans l'histoire naturelle et donc bien évidemment l'histoire des arts aussi dans l'histoire naturelle. Cet écueil de gigantisme et de la dimension presque danaïdienne de l'éco-critique trouvera une certaine issue théorique en France. On quitte le domaine anglo-saxon et on passe cette fois-ci en France. La partie historique est presque terminée. Paradoxalement, alors qu'elle y avait puisé une inspiration séminale chez les romantiques, la sensibilité environnementale, en tant qu'approche critique des œuvres d'art, ne trouvera sa place dans l'Hexagone que dans les années 2000, grâce aux anglicistes et aux américanistes essentiellement. Ce retard s'explique par deux raisons au moins, selon une critique spécialisée qui s'appelle Stéphanie Postumus. Postumus dit d'abord que l'affection pour les grands espaces que célèbre la tradition du nature writing appartiendrait en propre à la culture américaine et ce qui aurait facilité la reconnaissance institutionnelle de l'éco-critique. Ensuite, parce qu'en France, les études littéraires seraient restées longtemps, toujours selon Postumus, marquées par des approches plus textualistes, plus formalistes, comme le structuralisme, justement, réticentes au débordement des frontières disciplinaires entre sciences humaines et sciences naturelles.
On trouve cependant des prémices dans le mouvement géopoétique, pas de slide sur le mouvement géopoétique, dans le mouvement géopoétique fondé par Kenneth White en 1989, qui est un poéticien d'origine écossaise à l'érudition folle et qui est récemment malheureusement disparu. On ne relira jamais assez, à mon sens, l'un de ces essais merveilleux, comme Le plateau de l'Albatros. Et pour White, la géopoétique... Non, je dois avoir quand même... Oui, voilà, je me disais quand même, je n'avais pas oublié Kenneth White. Comme Le plateau de l'Albatros, qui est paru en 1989, et pour White, et qui théorise justement ce moment géopoétique en France, la géopoétique qui se caractérise par une volonté de se donner une nouvelle cartographie mentale, de créer un langage capable d'exprimer cette autre manière d'être au monde, en précisant d'entrée qu'il est question ici d'un rapport à la Terre, d'une investigation, je cite toujours Kenneth White, d'une investigation se situant quelque part entre la poésie, la philosophie et la science. La géopoétique s'apparente à l'éco-critique dans l'intérêt qu'elle nourrit envers les lieux et dans sa volonté de porter sur le monde un regard situé, encore une fois, libéré de l'anthropocentrisme, invitant à d'autres manières d'habiter le monde. C'est ensuite, et principalement par le vecteur des recherches américanistes, je le disais, que l'éco-critique se fait connaître en France. Et il faut citer en ce sens l'ouvrage très influent d'Alain Suberchico, qui s'appelle « Littérature américaine et écologie » en 2002. En 2008, sort le numéro 36 de la revue Écologie et politique, dont le dossier mentionne pour la première fois le terme d'éco-poétique. Et en 2015, et je m'en tiendrai à Srontiès pour le retraçage historique de cette notion, en 2015 paraît l'essai de Pierre Srontiès intitulé « Ce qui a lieu, essai d'éco-poétique » qui confirme l'intégration de cette approche aux études littéraires. L'éco-poétique se distingue donc de l'éco-critique, tout d'abord en ce qu'elle se donne pour objet l'étude des formes artistiques sous lesquelles les enjeux écologiques se donnent à lire dans les œuvres d'art. C'est donc une perspective qui, dans sa méthodologie et dans les concepts qu'elle mobilise, se rapproche davantage de l'esthétique que des sciences naturelles. Une des autrices, une des chercheuses avec lesquelles on travaille beaucoup, qui s'appelle Sarah Buchens en donne cette caractérisation pour la littérature. Elle dit, proposant une perspective, qu'est-ce que fait l'éco-poétique ? Elle propose une perspective attentive aux techniques littéraires, on pourrait plus généralement dire aux techniques artistiques, qui invitent le lecteur à l'adhésion. L'éco-poétique met l'accent sur le travail de l'écriture. Il s'agit d'analyser par exemple la signification des métaphores et la façon dont celles-ci ajoutent un sens supplémentaire aux descriptions du monde naturel, de voir comment les amateurs expriment le rapport entre l'homme et l'environnement par le biais de procédés d'anthropomorphisme, de personnification, de zoomorphisme, etc. À noter que dans cet extrait, l'expression « travail d'écriture », je le disais, peut très bien être remplacée par d'autres modes de création artistique. L'éco-poétique ouvre donc naturellement, si je peux dire, sur l'esthétique environnementale, sur le cinéma, le théâtre, les arts graphiques, les arts visuels, la danse, etc. Et il va s'agir d'explorer les diverses manières dont les arts nous permettent de rendre compte de notre expérience des lieux, de notre relation aux autres vivants non humains, à toutes les créatures qui nous côtoient et à leur transformation. L'éco-critique et l'éco-poétique, en ce sens, s'avèrent donc les deux faces d'un même fait de langage. L'une utilisant la fiction pour mettre en lumière les faits, et l'autre recourant aux faits pour nourrir la fiction. Je mettrai très volontiers, évidemment, mes slides à disposition de qui le souhaite. Mais on voit bien qu'en fait, éco-critique et éco-poétique, en ce sens, se complètent. Il s'agit vraiment d'une même perspective, simplement axée sur une autre, qui prend appui sur un socle et une base différentes. À noter que ces deux perspectives incarnent chacune une forme d'engagement. La première sur un plan, donc l'éco-critique sur un plan épistémologique, en diffusant des données scientifiques relatives à l'état du monde par le biais des récits et des fictions. Et on rappelle la parution de Printemps silencieux de Rachel Carson, qui à l'époque, en 1962, a été fortement attaquée par les lobbies des pesticides. Rachel Carson a reçu des menaces de mort presque tous les jours parce qu'elle dénonçait l'impact des pesticides sur la biodiversité aviaire notamment. Et la première, donc la seconde, l'éco-critique transmet les données scientifiques au travers de la fiction, et la seconde, sur un plan esthétique, ménage d'autres manières de percevoir et de ressentir un ensemble de faits. L'histoire de la littérature compte nombre d'interdits et de procès, notamment pour atteinte aux bonnes mœurs dans l'Amérique actuelle. Qui sait ce qui nous attend ? C'est un peu une question qu'il faut qu'on se pose au regard de l'écologie. On perçoit donc bien comment la création littéraire parvient, d'un côté comme de l'autre, littéraire ou artistique en général, à éveiller la conscience écologique. Comment faut-il
Là maintenant on quitte le domaine historique et on passe au domaine des contenus du texte. Comment faut-il que le contenu des œuvres elles-mêmes rende justice à cette question écologique ? Alors dans la suite de ma communication, j'aimerais me concentrer sur certains critères et catégories, avec des exemples à l'appui, qui ont été avancés dans les domaines de l'esthétique et de la littérature en particulier, pour tenter de circonscrire, mais qui s'appliquent, on le verra aussi au cinéma, pour tenter de circonscrire le caractère écologique d'une fiction. C'est quoi une fiction écologique? De quoi ça parle concrètement? Est-ce qu'il y a des critères à respecter? Il s'avère que ces critères sont proposés par un des théoriciens dont j'ai parlé tout à l'heure. Ceci tout en gardant en tête que puisque l'écopoétique est encore une discipline mouvante et en redéfinition, cette tentative de caractérisation a surtout pour but d'alimenter notre réflexion et nos discussions tout à l'heure. Il ne s'agit pas de dire c'est ça, c'est la formule magique, il faut absolument respecter ça, mais de dire ah tiens, c'est intéressant de voir que ce sont ces critères-là qui sont retenus lorsqu'il s'agit de savoir si cette fiction est écologique ou pas. Dans son ouvrage The Environmental Imagination, en 1995, Laurence Buell avance 4 critères pour identifier la teneur écologique d'une fiction. Critère numéro 1, dans ces fictions, l'environnement ne doit pas être considéré comme un simple décor, mais comme une présence vivante dont l'être humain fait partie. Il s'agit donc, à travers ce critère, d'attester le lien d'interdépendance qui relie l'être humain et l'humain et le non-humain, d'inscrire, toujours selon Laurence Buell, l'histoire humaine, on le disait, dans l'histoire naturelle. Deuxième élément, la responsabilité humaine envers le réchauffement climatique doit faire partie des orientations éthiques de l'œuvre. En ce sens, l'action humaine est vraiment insérée, intégrée, imbriquée dans une chaîne de conséquences qui déborde le seul cadre de l'individu. Ce deuxième critère, nous enjoint sans doute à développer une considération plus vaste envers le vivant et à redimensionner la conception de notre responsabilité à son égard. Mais elle doit être mentionnée explicitement comme faisant partie des raisons pour lesquelles le réchauffement climatique se produit. Troisième critère, l'être humain ne doit pas être le seul à prévaloir dans le monde de la fiction. L'intérêt de l'être humain ne doit pas être le seul à prévaloir dans le monde de la fiction. À nouveau, cet aspect-là invite à questionner la dimension anthropocentrée de notre vision du monde et à le concevoir comme un lieu que nous partageons spatialement et temporellement avec les autres êtres. Dans cette optique, toute fiction, plus généralement toute forme d'art, permet d'adopter le point de vue d'un autre que soi, selon ce troisième critère, de vivre les expériences par procuration et potentiellement de développer de l'empathie et de la compréhension. Si je représente le point de vue d'un arbre, eh bien, potentiellement ça va me permettre, comme le fait Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le premier exemple qui me vient en tête, avec les Ents, qui sont ces grands personnages fictifs d'arbres, qui souffrent de l'abattage systématique d'ailleurs de Saruman, pour celles et ceux qui ont lu et vu le film, ou qui ont lu le texte aussi, eh bien, on peut rentrer davantage dans le point de vue, adopter davantage le point de vue de ces arbres. Et le quatrième critère, l'environnement ne doit pas être considéré comme une entité fixe, mais comme un processus, au moins implicitement. Voilà les 4 critères que propose Laurence Buell pour définir une fiction écologique. Ce quatrième critère, au travers de ce quatrième critère, donc c'est sans doute aussi non seulement l'interdépendance, mais la finitude possible du vivant qui est mise en lumière. Si, suivant le premier critère, si l'histoire humaine est inscrite dans l'histoire naturelle et que cette dernière, l'histoire naturelle, subit des bouleversements irréversibles, alors, par définition, c'est notre capacité même à habiter la Terre et à survivre qui est menacée, puisque nous faisons partie du vivant. Ce dernier critère a valeur aussi de mise en garde autant que d'incitation au changement. Il constitue un appel à la lucidité et à l'action. Au regard de l'écopoétique, ces 4 critères ont sans doute moins pour ambition de déterminer des bonnes ou des mauvaises fictions, c'est pas tellement ça l'idée de Buell, que de fournir des indices réflexifs sur la manière dont une société envisage à un moment donné sa relation à l'écologie et les moyens qu'elle met en œuvre pour cela représenter. Pas, l'idée de Buell n'est pas de vous attribuer des médailles si par exemple vous produisez une fiction qui respecte particulièrement ces trois critères, mais c'est une sorte de grille d'analyse comme ça aussi tout autant pour les artistes d'ailleurs que pour les lectrices, lecteurs, spectatrices, spectateurs. Ces critères permettent en quelque sorte de diagnostiquer notre rapport aux enjeux climatiques, d'identifier nos points aveugles pour peut-être chercher à les élucider. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Dans un film comme celui de Roland Emmerich, Le jour d'après.
dont il faut quand même rappeler que c'est l'un des premiers films à avoir explicitement abordé la question du réchauffement climatique en 2004, et l'un des premiers blockbusters en plus hollywoodiens. Le film donc Le jour d'après de Roland Emmerich, qui est sorti en 2004, qui est l'une des premières grosses productions hollywoodiennes à avoir thématisé cette question du réchauffement climatique, remplit par exemple parfaitement les critères 1 et 2. L'environnement est bien envisagé comme une présence non neutre, puisqu'elle représente le principal danger pour les protagonistes, qui ne cessent de devoir en fuir les élans dévastateurs, tsunamis, cyclones, nuages de froid mortel, etc. etc. Donc le premier critère est respecté à quelque part dans Le jour d'après. L'être humain est bien responsable du désastre, puisque le réchauffement de la planète est directement lié à l'activité humaine, est explicitement nommé comme la cause des catastrophes qui s'abattent sur New York, dont on voit une des images tout en haut. Et le troisième critère, par contre, le troisième critère est largement laissé pour compte, puisque tout au long du film, nous suivons des protagonistes humains qui semblent les seuls menacés. On aperçoit de temps en temps ici des oiseaux voler à tire-d'aile vers le lointain pour fuir la catastrophe avant qu'elle ne se produise. On peut donc sans peine supposer que celle-ci ne les concerne pas, voire qu'ils y ont survécu sans trop de problèmes. Ils ne sont là finalement que pour indiquer aux spectateurs que quelque chose de grave est en train de se passer. Cette occultation du sort des vivants non humains dans le film de Emmerich révèle l'anthropocentrisme qui enferme et qui conditionne encore nos représentations de l'écologie. D'un point de vue écopoétique, ce constat nous incite à approfondir notre connaissance du rapport animal à l'oikos. C'est sans doute un des critères, le critère 3, qui est le plus difficilement applicable en tout cas, ou peut-être représentable dans une fiction, du simple fait que nous sommes des êtres humains qui produisons essentiellement des fictions pour les êtres humains, et qu'il est difficile d'adopter de manière peut-être adéquate le point de vue d'un chat, d'un chien, d'un arbre ou d'une colonie de fourmis. Certes, la nature, donc, dans ce film, n'est pas tout à fait représentée pour le critère numéro 4 comme une entité fixe, mais la dimension processuelle est largement réduite. C'est le cas dans beaucoup de films catastrophes, d'ailleurs, qui traitent du réchauffement climatique. Le désastre se produit presque du jour au lendemain. Tout d'un coup, la Terre se dérègle et hop, New York est balayée par un tsunami. En quelques heures, la société est démantelée, la face du monde change à jamais, et peut-être cette soudaineté avec laquelle survient la catastrophe climatique peut servir de mise en garde, d'incitation à une action tout aussi soudaine pour protéger la Terre, mais son ampleur, sa démesure et sa violence engendrent plutôt le découragement que la passivité. Et souvent, dans ce genre de film, c'est le cas notamment dans 2012, eh bien, la société, l'équilibre se rétablit. Il y a effectivement une catastrophe qui décime les 2/3, voire les 3/4 de la population mondiale, et puis ensuite, hop, l'équilibre revient, et donc finalement, c'est le retour au statu quo, mais avec moins de monde. Oui. Ce défaut du quatrième critère dans le film de Emmerich révèle également une lacune dans les moyens poétiques et esthétiques dont nous disposons pour illustrer les enjeux écologiques. Sur un film de 2 heures, qui plus est un film à grand spectacle, ou un roman de 300 pages, comment rendre adéquatement compte de phénomènes millénaires, du passage du temps sur plusieurs centaines, voire centaines de milliers d'années? Comment nous donner à ressentir la processualité d'une migration d'hirondelles? Comment éprouver le temps qu'il faut à une forêt pour se recomposer? Ce sont des enjeux justement qu'aborde une des perspectives sur lesquelles je travaille, qui est la question de l'éconarratologie. On le voit donc dans ces exemples-là, à bien des égards, même une écofiction grand public largement diffusée peut susciter des questions stimulantes, dans le cadre du jour d'après, et receler, pour qui s'intéresse au récit écologique, un potentiel heuristique. Voilà un peu pour la question de la critériologie, à quelque part, qui est développée par des chercheurs déjà depuis une trentaine d'années autour de ces aspects de fiction et de travaux artistiques. Autre question que l'on peut se poser, au-delà d'une ou de plusieurs fictions spécifiques, il est possible de déterminer des ensembles de fictions à partir de thématiques communes, des ensembles d'œuvres, des ensembles de récits à partir de thématiques communes. Dans son ouvrage, l'ouvrage dont je parlais au début, Littérature et écologie, le poéticien Pierre Srontiès en propose une typologie spécifique. Il y a des ensembles, il propose de considérer des ensembles de fictions, des ensembles de sujets aussi, qui traitent différemment d'une même thématique, de la thématique écologique. Donc c'est plus à l'intérieur même, c'est plus dans le contenu ou dans la trame même, dans la matière même de telle ou telle fiction, c'est vraiment des ensembles, des corpus qu'il invite à considérer.
Il propose une typologie dont chaque entrée correspond à une modélisation cognitive et sensitive particulière avec ses codes et ses schémas, et de même à un type d'engagement spécifique dans la relation de l'homme à la nature. Donc on est parti des critères définitoires de la question écologique dans les fictions, et on en vient progressivement à constituer des ensembles sur proposition d'un poéticien comme Pierre Srontiès. Et il en identifie en particulier 3. Et c'est pour ça que j'ai pris mes petits livres ici pour vous lire aussi des extraits. La première catégorie que Srontiès identifie, c'est un type de littérature qu'il appelle la littérature verte. La littérature verte, ou l'écopoétique verte, c'est une littérature qui se caractérise par une poétique contemplative ou lyrique, aux accents parfois pastoraux. Dans le cadre de l'écopoétique verte, il s'agit d'abord de donner à voir la nature dans sa richesse, dans sa diversité, à se focaliser sur l'émerveillement qu'elle procure, suivant justement l'héritage, cette fois-ci, du mouvement romantique français et européen. La littérature verte s'évertue à documenter, à archiver, et elle peut chercher à rendre compte de l'expression sensible, c'est une proposition aussi de Srontiès, l'expression sensible d'un pays. C'est la perspective adoptée aujourd'hui par les écrivains voyageurs de Ella Maillard à Nicolas Bouvier, Sylvain Tesson, et aussi, finalement, au premier auteur qui va s'inviter parmi nous ce soir, Albert Camus. Parce que même si elle n'est pas totalement dénuée d'implications politiques, la littérature verte, cette perspective s'apparente davantage à un témoignage qui a parfois valeur de vœu pieux, plutôt que véritablement un engagement. C'est plutôt la littérature militante qui sera qui versera vers l'engagement. Il s'agit plutôt de transcrire donc la beauté du monde pour mieux nous inciter peut-être, mais sans garantie bien sûr, à le protéger. Il s'agit aujourd'hui du type écopoétique, à mon sens, le plus abondant dans la littérature et dans les arts environnementaux du XXe siècle et du XXIe siècle. On peut écouter par exemple cet extrait de Noces d'Albert Camus. Albert Camus était l'un des grands précurseurs, à mon sens, de l'écopoétique. À ce niveau-là, il est souvent reconnu comme tel par les spécialistes. Je vous lis un extrait parce que c'est toujours un plaisir presque... chaque instant de relire ce passage d'Albert Camus. Donc Noces, c'est le deuxième texte publié par Camus, juste après L'Envers et l'Endroit. Et c'est vraiment un essai dans lequel il raconte son expérience du paysage et du pays, plus généralement algérien. Et ça s'ouvre sur ce texte-là qui s'appelle Noces à Tipasa. Au printemps, dit Camus, au printemps, Tipasa est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du chénois qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Nous arrivons par le village qui s'ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où nous accueille le soupir odorant et âcre de la terre d'été en Algérie. Partout, des bougainvilliers rosats dépassent les murs des villas. Dans les jardins, des hibiscus au rouge encore pâle, une profusion de roses thé épaisses comme de la crème et de délicates bordures de longs iris bleus. Toutes les pierres sont chaudes. À l'heure où nous descendons de l'autobus, couleur de bouton d'or, les bouchers dans leurs voitures rouges font leur tournée matinale et les sonneries de leurs trompettes appellent les habitants. À gauche du port, un escalier de pierres sèches mène aux ruines, parmi les lentisques et les genêts. Le chemin passe devant un petit phare pour plonger ensuite en pleine campagne. Déjà au pied de ce phare, de grosses plantes grasses aux fleurs violettes, jaunes et rouges descendent vers les premiers rochers que la mer suce avec un bruit de baiser. Debout dans le vent léger, sous le soleil qui nous chauffe un seul côté du visage, nous regardons la lumière descendre du ciel, la mer sans une ride et le sourire de ses dents éclatantes. Avant d'entrer dans le royaume des ruines, pour la dernière fois, nous sommes spectateurs.
Que d'heures passées à écraser les absinthes, à caresser les ruines, à tenter d'accorder ma respiration aux soupirs tumultueux du monde. Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d'insectes somnolents, j'ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable. J'ouvre les yeux et mon cœur, à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. Ce n'est pas si facile de devenir ce qu'on est, de retrouver sa mesure profonde. Mais à regarder l'échine solide du Chénois, mon cœur se calmait d'une étrange certitude. J'apprenais à respirer, je m'intégrais et je m'accomplissais. Je gravissais l'un après l'autre des coteaux dont chacun me réservait une récompense, comme ce temple dont les colonnes mesurent la course du soleil, et d'où l'on voit le village entier, ses murs blancs et roses et ses vérandas vertes. Comme aussi cette basilique sur la colline est. Elle a gardé ses murs, et dans un grand rayon autour d'elle s'alignent des sarcophages exhumés, pour la plupart à peine issus de la terre dont elle participe encore. Ils ont contenu des morts. Pour le moment, il y pousse des sauges et des ravenelles. Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici, les dieux servent de lit ou de repère dans la course des journées. Je décris et je dis, voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs. Et qu'ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j'aime écraser les boules de lentisque sous mon nez? Est-il même à Déméter, ce vieil hymne à quoi plus tard je songeais sans contrainte? Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses. Voir et voir sur cette terre, comment oublier la leçon? On l'entend dans ce texte, l'art littéraire est tout entier mis au service de l'expression d'un sentiment d'admiration, d'extase, de communion avec la nature. La description minutieuse, évocatrice et lyrique des aspects de l'expérience éprouvée par le narrateur ne s'épanche que pour vite révéler sa contingence et son impuissance. Dans ce passage, peu à peu, l'écriture semble abdiquer face à la force sensorielle du paysage algérien. L'art de la fiction et du récit s'avère inapte à traduire ce qui se joue ici. Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes, dit Albert Camus, qui pourtant est un philosophe. Un peu plus loin dans le livre, il dira « Vivre, bien sûr, est un peu le contraire d'exprimer », alors que le roman est une expression, ou l'essai est une expression. Camus n'a pas l'ambition comme Thoreau de consigner, de documenter une expérience qu'il pense novatrice et révolutionnaire. Il n'a pas non plus, comme Sylvain Tesson, l'idée de se peindre en aventurier, en héros nostalgique d'un temps et d'un certain genre masculin chez Tesson, que l'immersion dans le milieu naturel permettrait de réactiver ou de retrouver. Ce qui fait de Noce, à mon avis, un texte à part dans le registre de l'écopoétique verte, c'est cette recherche obstinée d'un équilibre poétique entre la justesse de la sensation et l'acuité du mot, tout en se sachant faillible face à la profusion et au caractère formidable du vivant. Qu'importe, pour Camus, le travail est toujours remis sur le métier, le rocher roulé au sommet de la montagne. Il faut imaginer ce Sisyphe-là aussi heureux. Voilà, c'était la petite référence. Frontiès nomme ensuite marron le second type d'écopoétique qu'il identifie. La littérature ou l'écopoétique marron, pour lui, est celle qui fait voir les atteintes à l'environnement plutôt que les beautés de la nature. C'est une proposition qu'il fait dans son texte, qui fait voir les atteintes à l'environnement plutôt que les beautés de la nature. Cette littérature marron est volontiers dénonciatrice. La visée littéraire ou artistique met en récit les violences écocidaires perpétrées par les humains et leurs effets sur l'existence des individus. Tantôt distantes et descriptives, tantôt dénonciatrices et alarmistes, les œuvres qui composent la littérature marron pointent les incompatibilités, souvent mortifères, entre l'idéologie productiviste, capitaliste, et la préservation du vivant. La pollution, les déchets, la destruction des écosystèmes et le traitement des animaux sont autant de thématiques mises en lumière par ce type écopoétique spécifique. Et je vous en ai mis ici, voilà, à l'écran quelques références. Ces deux premiers films, Dark Waters et Au nom de la Terre, qui est un film de Guillaume Canet qui a
pas eu beaucoup de succès, je crois, malheureusement, les fils conducteurs de Guillaume Poix et une bande dessinée que je vous recommande très volontiers, ne serait-ce que pour la raison qu'elle a reçu le Grand Prix Jan Michalski pour la littérature, qui s'appelle Environnement toxique. Mais certains textes, je disais, plus rares, abordent la question de cette violence symbolique, dans la littérature marron, de la violence symbolique dont souffrent ou dont ont souffert les peuples déplacés, dispersés ou exterminés en raison de l'expansionnisme occidental mené au nom du mythe colonisateur de la croissance infinie et de l'appât du profit. Cette violence spécifique, qu'on nomme une violence épistémique aujourd'hui, désigne l'effacement d'une culture et des savoirs portés par celle-ci, qui va de pair avec la disparition d'une collectivité. Quand on décime une population, eh bien évidemment, on décime aussi sa culture. Parmi les textes récents qui abordent cet aspect, on peut citer l'excellent et tragique Tristesse de la Terre de Éric Vuillard. Ce roman, qui est donc écrit à la troisième personne, raconte l'histoire du chasseur de bisons et soldat américain Buffalo Bill au XIXe siècle. Bill s'est surtout fait connaître comme une figure culturelle incontournable en Occident à ce moment-là, parce qu'il est le symbole, où il passe pour le symbole du triomphe de la colonisation américaine sur les peuples indiens, entre guillemets, supposés hostiles. À la suite des diverses batailles qu'il a conduites, et afin de célébrer la victoire américaine sur les peuples supposés, barbares encore une fois, Buffalo Bill crée un spectacle qu'il va nommer Buffalo Bill Wild West Show. Si Vuillard aborde cette perspective, c'est pour mieux évidemment dénoncer. Il aborde la perspective de Buffalo Bill, d'ailleurs le sous-titre de ce texte c'est « Une histoire de Buffalo Bill Cody ». C'est pour mieux dénoncer le massacre du peuple Sioux qui a contribué au succès mondial de ce spectacle, dans lequel Bill a même, et c'est notoire, c'est le passage qu'on va lire, fait figurer le chef Sitting Bull pour rejouer encore et encore le génocide de son propre peuple sur les scènes des 5 continents. Le passage suivant raconte justement la première entrée en scène du chef Sioux. Et je trouvais intéressant de prendre ce texte-là parce que quand on parle de littérature marron, en général, on pense à la pollution, on pense à la déforestation, on pense à l'abattage industriel des animaux, ce qui est absolument dans la cible, si on veut bien, mais on ne pense pas forcément à cette question de violence épistémique. Donc le passage suivant raconte la première entrée en scène de Sitting Bull. Je ne sais pas, dit Éric Vuillard, je ne sais pas dans quelle ville des États-Unis a eu lieu la première apparition sur scène de Sitting Bull, où débuta sa carrière d'acteur. Mais le spectacle ne variait pas beaucoup. Tout d'abord, on entonne la bannière étoilée, quand soudain Buffalo Bill paraît, il est à cheval, le bras levé, et tient à la main son chapeau. Autour de lui, des Indiens et des cow-boys à cheval défilent, coup de trompette. Alors celui que tout le monde attend entre dans l'arène. Car le clou du spectacle n'est pas un spectacle, c'est la réalité. Oui, il n'y a rien de mieux. C'est une chose extravagante, la réalité. Elle est partout et nulle part. Et depuis quelque temps, on dirait qu'elle fane. C'est curieux, on ne sait pas l'expliquer. Elle est toujours là, mais elle semble avoir perdu de sa consistance. Tout ce sur quoi elle paraissait faire fond est soudain bousculé, changé, meurtri, ouvert. On ne reconnaît plus rien. Tout semble entraîné par la vitesse, l'argent, les échanges. Et on ne sait quelle image ancienne, rêvée, nous remplit de regrets. Mais que regrette-t-on? Quelle société? Quel idéal? Quelle douceur? Et voici que le spectacle commence. Un Indien entre dans l'arène, c'est le vainqueur de Little Big Horn. Il porte son plus beau costume. Ladies and gentlemen, puis-je vous présenter le grand chef indien, vocifère Frank Richmond depuis sa tribune, qui est le monsieur loyal. Sitting Bull n'a sans doute jamais été si seul qu'à cette minute, au milieu des drapeaux américains, dans la grande machine à divertir. Il n'était pas aussi seul lorsqu'il vivait en exil au Canada, parmi une poignée de proscrits. L'obscurité première est impénétrable, et certes, on était seul à cheval, sous la pluie glacée, errant entre les formes imprécises dans la grande forêt. Oui, on était seul et triste, mais on était libre. On était plein d'une haine brûlante, et maintenant Sitting Bull est seul dans l'arène. La grande chose qu'il aimait est restée en arrière, très loin. Et ici, dans les gradins, ils ne sont venus que pour ça. Tout le monde est venu voir ça, simplement, la solitude. Auparavant, les Américains et tous les Occidentaux du monde n'avaient jamais rien vu. Ils n'avaient jusqu'à présent rien vu d'autre que leurs rêves. Oui, jusqu'à présent, depuis les tréfonds de l'histoire, ils n'avaient entendu parler que de Jugurtha,
et des Numides, d'Arabes à cheval, de Chinois aux nattes trop longues, ennemis lointains. Mais voici que la boule de cristal éclate et que l'avenir vole en poussière. La vieille fable est terminée. À présent commence le premier épisode du feuilleton, la saison de nos triomphes. Le voile se déchire, la robe flambe, le temps de compter jusqu'à 1 et nous serons les maîtres du monde. C'est alors que fusent les sifflets, les huées. Sitting Bull reste impassible, il effectue son tour de piste. Pas un instant on a songé lui faire jouer un épisode des guerres indiennes, un quelconque moment de sa vie. Une simple parade devait suffire. Il n'y a pas d'histoire possible. Le passé est entouré de gradins et les spectateurs veulent voir ces fantômes. C'est tout. Ils ne veulent pas les entendre, ils ne veulent pas leur parler, ils veulent les voir, ils veulent écarter un instant le rideau et voir l'Indien. Que voyons-nous ? Qu'entendons-nous ? Quel mensonge épelle la bouche de mort ? Quelle est cette voix qui parle ? Quelle est cette fausse parole qui nous dicte nos sentiments ? On dirait qu'elle vient de très profond, du fin fond de nos entrailles de larves. On l'écoute d'une oreille distraite et on se laisse entraîner impuissant vers les précipices. La foule hurle, l'insulte, on crache. La voilà, la chose inouïe, le peau rouge, celui qu'on est venu voir, la bête curieuse qui a rôdé autour de nos fermes, à ce qu'on raconte. C'est lui. Depuis les coulisses, Buffalo Bill fait signe à Frank Richmond qui tente de calmer les spectateurs, mais rien à faire. Le chef indien doit accomplir son tour de piste sous les injures jusqu'au bout. Le vacarme est extraordinaire. Les journalistes photographient. Les enfants regardent, éberlués, et Sitting Bull sort lentement de l'arène. Donc ce que Vuillard aborde ici, on l'entend, c'est moins la mise à mort effective que symbolique, subie par Sitting Bull, seul en scène. L'auteur est coutumier de la critique des ravages sociaux et écologiques du colonialisme occidental, comme dans Une sortie honorable en 2022 ou L'ordre du jour en 2017, prix Goncourt, sans pour autant, à ma connaissance, qu'aucune étude poétique suivie n'ait encore été écrite sur son œuvre, sur l'œuvre de Éric Vuillard, avis évidemment aux amateurs et aux amatrices qui seraient dans la salle. Dans ce passage, plutôt que de décrire les massacres commis par les colons sur les peuples autochtones des États-Unis, ce qu'il fait ailleurs dans le livre, il y a vraiment des scènes atroces, il tente de mettre au jour les ressorts psychiques qui président au plaisir malsain de soumettre autrui. Il donne une forme littéraire à cette voix qui parle et qui vient du fond de nos entrailles de larves pour mieux dénoncer l'une des dominations les plus sournoises, les plus durables, l'humiliation des vaincus. Mais la vraie force de Vuillard ici, c'est la manière si justement, et dans l'ensemble du livre d'ailleurs, c'est la manière si justement ironique, sarcastique, presque cynique, avec laquelle il dépeint le comportement odieux de la foule, qui parce qu'elle n'a rien vu du monde, par ignorance autrement dit, choisit de cracher et de huer. Sitting Bull, inflexible, infiniment triste et seul au monde à ce moment-là, endure l'épreuve et c'est tout. C'est cette résignation qui nous est la plus tragique. En décrivant cette dignité silencieuse, même s'il n'a pas vécu lui-même les événements qu'il relate, Vuillard dénonce la prédation dont procède tout désir de conquête. Et en mettant à nu la bêtise dans laquelle elle s'enracine, la bêtise de la foule ici, il rétablit par là même une forme de justice poétique pour les peuples opprimés. Je conseille vraiment ce livre parce qu'il est vraiment très, 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 très beau et terrible. Le troisième sous-genre identifié par Srontiès, c'est une littérature éco-poétique qu'il nomme militante et qu'on pourrait dire rouge, pour rester dans le domaine des couleurs, mais sans connotation partisane évidemment. La littérature militante regroupe des textes ou des œuvres d'art relatant des épisodes de combat pour les droits des non-humains, pour la protection des ressources terrestres, qui sont des œuvres souvent très engagées, qui évoquent des épisodes de prise de conscience et de conversion politique, tant sur le plan de la justice climatique que des égalités justement sociales. Des inégalités sociales. Elle ravive la nécessité d'envisager l'écologie sous la forme d'une lutte et illustre la conviction que la parole, même littéraire, reste le premier instrument d'une transition globale, résiliente et collective. C'est aussi la littérature et l'art de l'écoféminisme, du décolonialisme, de l'antispécisme, etc. Srontiès le classerait dans la littérature dite militante. Parmi les voix contemporaines et littéraires les plus inventives et représentatives de ce courant, on peut évoquer l'autrice Hélène Laurin, dont vous connaissez peut-être ce texte. Et voici comment s'ouvre justement son premier roman, Partout le feu. Souvent encore j'en rêve.
Je monte dans la camionnette blanche en dernier. Quand nos regards se croisent, on sourit nerveusement. Taupe a le visage éclairé par son 3310. Pianote, pianote, pianote. On l'appelle. La sonnerie, c'est la symphonie de Mozart, là. Taupe dit « OK » et raccroche. C'est bon, l'appel a été passé, dit Taupe à la cantonade. Faut se grouiller. Je nous regarde avec nos combis orange, des cosmonautes de Guantanamo. On est à 1 ou 2 minutes, dit Fauteur au volant. J'ai super envie de pisser. Ça me fait très sauter le genou. Taupe me l'immobilise d'autorité. Ça va aller, respire, elle me dit. C'est un ordre, c'est pas pour rassurer. Je respire. Personne ne dit rien. Et on les voit au loin, les silhouettes, sales même la nuit, des tours de refroidissement. Sablier doux et la fumée, toujours. Déjà Taupe me dit plus fort, tiens-toi prête. Prends l'échelle, prends l'échelle. Tout le monde a à la main son outil. Elle la disqueuse, Dédé la pince à coupe rase, Thelma la pince multifonction, John à la moquette, Fauteur la bannière sur le siège à côté de lui. Il freine en dérapant. Sors, sors, on me crie. J'ouvre la portière arrière, saute, fais glisser l'échelle. Le sac de Taupe tombe au passage. Fais gaffe, putain. Je m'enfonce les ongles dans le pouce, ça saigne. On a encore quelques minutes pour entrer. Thelma commence à paniquer. C'est ça le bâtiment, on est d'accord, hein? C'est ça, hein? Elle dit. Le premier grillage, on le passe à l'échelle comme prévu. On essaye de stabiliser la moquette sur les barbelés. On glisse dessus, comme ça. On se ramasse comme des merdes de l'autre côté. À part Dédé qui galère à se relever, ça marche, ça fonctionne. On est tous passés en environ 1 minute. Le deuxième grillage, faut l'ouvrir. La disqueuse de Taupe et de chaque côté, les pinces agrandissent le trou. C'est comme dans du beurre. Désormais, chaque geste est limpide. Vite, vite, vite. Taupe dit, on entend la sirène de la police. On plaque la moquette à l'intérieur du trou. On y passe. Il y a Taupe qui dit « Putain !» et qui se tient à l'oreille, mais pas le temps. Bannière. La bannière, grouille. On se met en place comme prévu, moi en deuxième, entre Taupe et Fauteur, et on la déroule pour notre drone. Furie verte, Tchernobyl, Fukushima, Ficange. Derrière, il y a Thelma et Dédé qui sortent les feux des sacs à dos. Thelma a une tête de « on ne devrait pas être là ». Jonah a la face bourrée de tics. Les copains n'ont même pas capté les flics qui sont sortis. Ils sont sortis de leur voiture dérapante. Les flics savent que c'est nous. Olivier a appelé pour prévenir. Normalement, ils savent. Ils ont ouvert le premier grillage. On est à 3,2 mètres avec notre banderole. Et ça commence à péter au-dessus de nos têtes. Bombe prune, bouquet mer, embrasement perse, cascade, soleil, paillettes, doré, doré, doré. Ça fait un ascenseur de couleurs sur la façade crade. Et tout ça, juste à côté de la piscine à combustible. Les explosions croustillantes, et puis les aigus en enfilade. Les bruits qu'on connaît par cœur, ceux de la Barbapapa et des Desperados. Ça rappelle l'été, la nuit, même aux flics. Et toutes ces étoiles se reflètent sur l'uniforme. Et le bruit couvre leur voix, leurs gestes. Moi, je ris, jusqu'à la claque de Taupe derrière mon crâne. Letty, oh! Les flics finissent par ouvrir le premier portail. Je pisse un peu quand je vois qu'ils ouvrent déjà la portière. Adrénaline. On se rend les mains en l'air. On n'est pas des cow-boys. Ils se jettent sur nous quand même. Bam! La tête par terre. Je finis de me pisser dessus. La dernière fusée est lancée par l'un ou l'autre. Boum, le saule pleureur. Les épaules des policiers absorbent le choc sonore. En même temps, ils dansent. La lumière dessine quelque chose sur leur visage. Ils me soulèvent à 4. « Ma chaussure !» je crie. « Putain, il me manque une chaussure !» « Par terre, ma chaussure !» je crie. Une claque, bouche, nez. « Ma chaussure !» je chuchote. Ils me jettent dans le fourgon. « Ta gueule !» ils disent. Je suis assise comme un tas tout mal fait. Et les autres copains, en tas tout mal fait aussi à côté, je les sens trembler. À l'intérieur, ça jubile. En silence. Compliqué de se sentir plus vivant que ça. Thelma a le visage de... C'était pas une partie de plaisir. Fauteur est en face de moi cette fois, d'une camionnette à l'autre. On se regarde. Son visage à lui m'encourage. Je pense, ils ont la police, on a la peau dure. Je lui souris, j'ai peur. En route pour la garde à vue, c'était un beau feu d'artifice. Je ferai passer le texte après, hein, mais on voit qu'il est étagé en strates de phrases très brèves et déponctuées qui scandent ou qui séquencent le roman à la manière d'une incantation. On est plongé immédiatement, directement, accroché ou happé par l'événement qui nous est relaté. L'absence de paragraphes séparés aussi crée un effet de lecture haletant et transcrit la nervosité, l'impulsivité de la narratrice. Il suscite aussi une impression d'inachèvement et crée une confusion féconde avec l'oralité. Comme si nous avions ici affaire à une logorée, à une confusion féconde avec l'oralité, comme si on l'a entendu, comme si on avait affaire ici à une logorée, à une longue déclaration politique. Le roman aussi, ainsi, entre plusieurs registres et techniques de création littéraire et narratif. Le rap, la poésie, l'épopée, le roman psychologique que façonnerait un unique courant de conscience. Ce feu
que Lorrain place au cœur de son texte n'épargne ni le contenu du roman, qui traite du militantisme climatique et du désespoir qui l'accompagne, ni sa forme, qui tire sa puissance expressive de ce procédé anarchique, littéralement, c'est-à-dire sans arché, sans hiérarchie. Lorrain montre plusieurs choses par cette technique de déroulement comme ça. Tout d'abord que le langage littéraire est toujours susceptible de renouveler notre manière de voir le monde et qu'il n'y a pas de raison d'hésiter à se saisir des ressources poétiques dont nous disposons, poétiques au sens large, quitte à bousculer les habitudes de lecture. On l'a peut-être entendu dans ma manière de lire. Ensuite, deuxième chose, que les arts narratifs sont véritablement capables de transcrire les enjeux les plus fondamentaux qui nous traversent et, au regard de l'écologie par exemple, de traduire l'urgence d'agir pour protéger le monde et le vivant. Malgré le ton souvent pessimiste de ce roman en particulier, on peut donc y voir un message d'espoir. L'identification de ces trois sous-genres par Pierre Frontiès, dont nous venons justement de parcourir quelques exemples, représente, tout comme les critères de Laurence Buell, une tentative séminale pour cartographier les créations écopoétiques contemporaines. De même, il n'est pas rare de retrouver plusieurs de ces types écopoétiques dans un même texte, et à ce titre, plutôt que de genre ou de sous-genre, il faudrait parler de logique générique, si vraiment on veut être un petit peu technique. Si la perspective de Frontiès couvre essentiellement le domaine francophone, la recherche de typologies similaires ou alternatives dans d'autres langues et d'autres arts représente certainement une piste féconde pour, de nouveau, avis aux personnes qui créent, aux personnes qui lisent, qui vont au cinéma dans la salle. La question se pose encore, et c'est mon dernier point, de savoir comment soutenir structurellement, c'est-à-dire institutionnellement et politiquement, de telles initiatives écopoétiques. Comme incitait à le penser Bruno Latour, le nouveau régime, ce qu'il appelle le nouveau régime climatique, nécessite de prendre acte de l'impact que constitue l'entrée, selon ses mots, l'entrée du décor sur la scène mondiale et son immersion dans la dramaturgie de nos vies. Bruno Latour définit ce qu'il appelle le nouveau régime climatique, une situation dans laquelle c'est comme si le décor était monté sur scène pour partager l'intrigue avec les acteurs. À partir de ce moment, tout change dans les manières de raconter des histoires. On trouve déjà ça chez Bruno Latour en 2008. Ce bouleversement de paradigme appelle non seulement l'écriture d'autres histoires, nous venons d'en lire quelques extraits et d'esquisser une typologie possible, mais aussi d'interroger les cadres de production et de diffusion de celles-ci. Le nouveau régime climatique invite à l'exploration et au déplacement de certaines frontières, jusque-là profondément tracées dans notre culture et dans notre éducation. Tout d'abord, des frontières génériques, qui séparent souvent catégoriquement et de façon préjudicielle les formes et les modes d'expression artistique. Nombre d'œuvres à thématique écologique aujourd'hui puisent justement dans l'hybridité des arts pour intégrer et transmettre des informations et des réflexions relatives à l'écologie scientifique. À l'instar, par exemple, de la bande dessinée Zone critique de Bruno Latour et Philippe Squarzoni. La bande dessinée ici s'avère une transposition finalement des réflexions et de la pensée de Bruno Latour sur notre condition terrestre au regard de la question climatique et relativement au confinement du Covid. La bande dessinée raconte en fait l'histoire d'une jeune femme qu'on voit ici sur la couverture qui tout d'un coup se rend compte que lorsqu'elle est confinée, eh bien, elle appartient en fait à un monde auquel elle ne peut plus accéder et dans lequel elle ne peut plus se promener notamment, mais aussi ça provoque une prise de conscience. Le recours au format de la bande dessinée permet de recueillir de manière unitaire et ramasser l'éparpillement perceptif des données économiques, biologiques, sociales qui caractérisent la situation climatique et qui la rendent justement si exigeante à saisir dans son ensemble. C'est parce que c'est une bande dessinée en fait que Latour et Squarzoni peuvent rassembler, peuvent mettre en gaufrage comme ça des données scientifiques et les illustrer avec une histoire. La créativité picturale, dans ce cadre-là, offre une ressource pour figurer l'interrelation qui existe entre les plus minuscules êtres vivants, comme ici les termites sur cette autre planche, et l'être humain. L'imaginaire vient en ce sens combler ou pallier les difficultés de la science en illustrant pour mieux donner à penser le bouleversement que représente l'entrée du décor sur la scène des activités humaines, pour reprendre encore une fois l'exemple de Latour. Zone critique, cette bande dessinée-là, emprunte en ce sens au genre de l'essai, du témoignage, du document, tout autant justement qu'à celui de la bande dessinée. D'où cette question d'interroger les frontières génériques
frontières de genre lorsqu'on veut aborder des enjeux écologiques. Le nouveau régime climatique invite également à élargir les frontières sociales et institutionnelles qui président à la diffusion et à la création des nouvelles histoires, au sens où, comme l'entendent d'ailleurs nombre de philosophes et d'écologues, l'écologie est l'affaire de tous. Il apparaît incohérent d'en réserver les pistes de résolution possibles à tel groupe social plutôt qu'à tel autre. Dès lors, les institutions éducatives, les politiques sociales, culturelles et scientifiques ont aussi leur carte à jouer dans l'aménagement d'espaces démocratiques où élaborer, discuter et expérimenter de nouvelles formes de récits écologiques. À l'image du Festival de recherche-création des Écotopiales, dont j'ai le plaisir de m'occuper, je ne pourrais pas, et j'espère que vous m'excusez, ne pas en dire un mot ce soir, qui entend réunir des chercheuses, des chercheurs, des artistes, et organiser en commun des espaces de diffusion de savoir et de création collective, ouverts et gratuits pour le grand public. Et vous reconnaîtrez, sauf erreur, en bas à gauche, une chercheuse et une intervenante de l'EMCA sur l'une de ces photos. Donc c'est un festival qui comprend des événements scientifiques et des événements créatifs. Les initiatives, dont les Écotopiales fait partie, poursuivent l'espoir que la création et l'analyse critique des récits ne se cantonnent pas aux sphères académiques autorisées. Elles plaident plutôt pour une coopération entre la société civile, les milieux de savoir et les hautes écoles, dans la recherche des moyens de faire advenir des futurs désirables, souhaitables et communs. C'est ma conclusion. J'ai donc essayé de proposer un petit état des lieux des diverses manières dont les récits et les œuvres d'art peuvent rendre compte de la sensibilité au vivant et donner forme aux enjeux écologiques au moyen de leurs ressources théoriques propres, théoriques et pratiques. Il s'agissait d'ouvrir d'abord la piste de l'écopoétique et de l'écocritique et d'en examiner diverses déclinaisons pour, je l'espère, donner envie aux disciplines des humanités environnementales et des créativités environnementales et aux écoles d'art de s'y aventurer. Ce qu'on voit finalement, c'est que ce qu'on voit finalement peut-être, c'est qu'au-delà des critères, des types ou des imaginaires, nouveaux ou non, qui abordent ou qui donnent forme aux questions écologiques aujourd'hui, c'est également la manière dont nous les lisons et dont nous les faisons vivre en les cultivant ensemble qui importe. Un imaginaire ou un récit n'est jamais si nouveau que lorsqu'il réintègre l'activité et la création sociale, qu'il s'agrège aux préoccupations communes et qu'il retrouve par là même une vie propre, voire qu'il développe une autre vie. Et j'aimerais terminer en empruntant, je le disais, une autre voie qui est celle qui est esquissée. Je disais que j'allais revenir à David Abraham à la fin. Au terme de son ouvrage, donc, Comment la Terre s'est tue, le philosophe appelle à la création d'un nouveau langage pour restaurer un rapport sensé et charnel au monde. Et il y a fort à parier, si ce n'est quasiment certain, que justement les artistes ont un grand rôle à jouer dans la création de ce nouveau langage. Quel que soit finalement le type de signe qu'on y utilise, on pourrait remplacer tout à fait le langage par art. Pour celles et ceux d'entre nous qui nous soucions de ce que la Terre ne soit pas étouffée par les machines, dit David Abraham, notre tâche est plutôt de prendre en charge les mots écrits et toute leur puissance pour patiemment, soigneusement, inscrire à nouveau la langue dans la terre alentour. Et encore une fois, on pourrait dire inscrire à nouveau les arts dans la terre alentour. C'est une pratique qui consiste à fabriquer des histoires respectant le rythme et la cadence des paysages sonores locaux, des histoires qui peuvent être racontées encore et encore, glissant de l'écran ou de la page écrite afin de peupler les forêts, ces forêts côtières, ces canyons désertiques, ces prairies, ces vallées, ces marais murmurants. Gageons donc que les ressources de l'écopoétique et de multiples œuvres encore à découvrir peuvent dès à présent servir de boussole dans la quête des histoires, de telles histoires, des histoires évoquées par David Abraham ici. Et peut-être même lui fournir de premiers trésors. Mais à quelle fin, concrètement ? Pourquoi créer des récits ? Pourquoi créer des imaginaires aussi écologiques aujourd'hui, créer des œuvres d'art qui abordent ces questions-là ? Dans la poétique, Aristote parle de catharsis pour désigner l'effet bienfaisant produit par les récits. On se méprend souvent sur le sens du mot catharsis, qu'on traduit communément par purgation. Or, pour Aristote, la catharsis littéraire remplit avant tout une fonction thérapeutique, celle de rééquilibrer les humeurs, de réajuster le corps et l'âme, de réaccorder la chair et l'esprit. Face au dérèglement climatique, justement, dérèglement qui afflige notre intériorité psychique autant que notre intégrité physique et sociale, peut-être les nouveaux récits, les nouvelles œuvres d'art écologiques peuvent-elles, elles et ils, favoriser un rééquilibrage, un réalignement avec ces exigences ancestrales que nous rappelle tous les jours l'actualité.
Il serait possible, en ce sens, et en conservant l'ancrage poétique et aristotélicien de ce terme, de parler de catharsis environnementale, pour désigner l'horizon des nouveaux récits écologiques, des nouvelles œuvres d'art écologiques. Une catharsis qui, pour paraphraser Buell une dernière fois, contribuerait à réinscrire progressivement nos histoires humaines dans celles du vivant. Et je vous remercie beaucoup. Oui. Alors justement, on s'est un petit peu, on a commencé pas pour rien. C'est intéressant que je parle d'Aristote à la fin parce qu'on a abordé justement ça ce matin. L'idée, c'est de voir, ce qu'on a fait ce matin, il y avait une partie de réflexion, de discussion théorique, mais aussi une question qui se posait, c'était de savoir ce qui, dans notre culture de la création de récits et d'histoires, pouvait potentiellement expliquer le manque de réactivité à l'égard des enjeux écologiques. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose finalement de biaisé dans notre manière de raconter et de concevoir des histoires. Et c'est une question qu'on s'est posée ce matin. Et en revenant à Aristote, une des conclusions qu'on peut faire, c'est que finalement, la manière de constituer des histoires, préconisée ou prescrite par ce grand philosophe grec, est exclusivement anthropocentrée et anthropocentriste. Lorsqu'il arrive des choses dans les histoires d'Aristote, ce sont toujours des choses qui arrivent aux êtres humains. L'idée d'Aristote, c'est de dépeindre poétiquement des caractères, des actions, des circonstances qui sont finalement réservées à l'humanité. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment faire sortir à quelque part ces récits du carcan anthropocentré dans lequel on se trouve. Et donc on a un petit peu expérimenté aussi des choses à ce niveau-là. Notamment en partant d'un modèle que, c'est vrai, j'aurais pu mettre d'ailleurs ici, du modèle de Félix Guattari. Guattari, c'est un des philosophes grecs, des philosophes français, un des premiers à avoir justement thématisé, théorisé cette question de l'écologie dans un de ses essais qui est paru en 1989, qui s'appelle « Les trois écologies », et dans lequel il dit, en fait, l'écologie, c'est avant tout affaire de relations. Il y a plusieurs écologies. Il y a une écologie qu'il appelle subjective, mentale, qui est en fait notre santé psychique, ou qui définit plutôt notre activité psychique, disons ça comme ça. Il y a une écologie sociale, dans laquelle cette activité psychique dans laquelle cette écologie subjective est imbriquée. Et il y a une écologie environnementale, qui est plutôt l'écologie justement de notre rapport au vivant. Donc ce qu'on a fait ce matin, c'est créer des scènes écologiques personnelles, en partant d'un souvenir d'abord individuel. À quel moment de ma vie est-ce que je me suis senti en relation avec le vivant, c'est-à-dire comment est-ce que je peux traduire en expérience personnelle la question de l'écologie. Et à partir de ces souvenirs-là, on a nourri comme ça d'abord une scène écologique personnelle et puis des scènes écologiques collectives, cette fois-ci, qui ont abouti, qui ont donné lieu à une petite esquisse, un petit synopsis de film possible. Et donc on est parti à quelque part justement de cette question de n'y a-t-il pas, pour paraphraser Shakespeare, quelque chose de pourri au royaume de Danemark, est-ce que le ver n'est pas dans la pomme? Est-ce que dans cette matrice de création de récits, il n'y a pas déjà quelque chose qui coince? Et il s'est avéré que la plupart des histoires ne considèrent pas, jusqu'à encore une fois récemment, mais ne considèrent pas le vivant, que ce soit les arbres, les plantes, les arbres, les plantes ou les animaux, à quelques petites exceptions près, plus dans les mythes, mais c'est toujours finalement un être humain ou une être humain qu'on transforme en arbre, qu'on transforme en animal, ou alors un dieu qui s'incarne, qui prend la forme d'un taureau, si on prend l'exemple de Zeus. L'idée étant de faire un petit peu sortir, d'admettre ces éléments du décor, entre guillemets, dans l'arène de nos histoires. Et donc on est un petit peu parti là-dessus, individuellement et ensuite en groupe. Et je me réjouis de voir ce que ça donnera demain, peut-être sur l'idée étant aussi de poser un petit peu des graines, d'essaimer des idées pour les films de fin d'année. Merci.
Bonjour. Tu as parlé de différents types de récits, des marrons, j'ai plus les couleurs. Marron, marron, vert, rouge. Ouais. Eh bien, je me suis demandé parce que c'est une réflexion que j'ai eue il n'y a pas si longtemps. J'ai eu l'impression qu'il y a énormément de récits marrons qui ramènent un peu toujours la question de l'homme au centre du récit. Et je me suis demandé s'il y avait justement dans les livres que tu as présenté, s'il y avait une raison à ça, une étude en tout cas là-dessus. Tu veux dire sur le fait qu'il y a plus de récits marrons que d'autres types de récits? Exactement. Oui, c'est peut-être aussi d'ailleurs un biais finalement assez aristotélicien, puisque c'est peut-être on a peut-être, mais de nouveau c'est un préjugé je pense, davantage envie de lire des histoires qui se passent mal. En général c'est ce qui se passe quand on dit aux gens oui mais il faut créer de nouveaux récits, des récits positifs, etc. Mon ancien directeur de thèse disait oui mais en fait les récits positifs ça nous ennuie, alors on n'a pas envie finalement de les lire. Ce qui était un préjugé de sa part bien évidemment, mais peut-être qu'il y a davantage de récits qui aborde cet aspect-là, parce que c'est une première perspective de réponse, disons, mais que ça attiserait à quelque part un désir de voir les choses mal tournées, ce qui peut avoir un effet positif sur le lectorat, parce que bien souvent ça aide, et c'est d'ailleurs aussi ce que disait Aristote, mais ça aide à mieux comprendre ou peut-être à mieux digérer les mauvaises choses qui se passent pour nous, en se disant ah ben en fait c'est toujours pire ailleurs, tu vois. Mais en fait le trope c'est de dire aussi quel serait le paradigme qui viendrait se substituer à cette question de l'avenir terrifiant, de l'avenir menaçant, parce que finalement l'avenir, dépeindre dans une utopie un avenir absolument radieux, c'est aussi ça peut aussi devenir assez trompeur, d'avoir absolument aucune ambiguïté dans ce type de rapport. À quelque part, les utopies sont toujours plus intéressantes si elles sont ambiguës, parce que ça décrit. Moi, j'aime beaucoup cette proposition un peu en trois parties comme ça. Des modèles de récit. On dit, lorsqu'on dépeint des modèles du récit du futur, on dit il existe des dystopies qui sont des visions catastrophiques et cauchemardesques du futur, des utopies qui sont plutôt des visions positives, euphorisantes du futur. Et puis entre deux, il y a un politologue français qui s'appelle Yannick Rumpala qui a proposé un terme de prototopie. Il dit en fait il y a dystopie, utopie, prototopie. La prototopie c'est de proto l'essai, la tentative. Ça décrit une société, une collectivité ou un récit dans lequel on essaye d'aller mieux, mais on n'est pas sûr que ça marche. Mais on essaye d'aller mieux. Et en fait, l'idée de l'essai, l'idée de comment essayer, c'est presque plus motivant finalement que l'idée de dire, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire, de lire des utopies en disant, ah ben en fait, cette utopie-là, c'est là-dedans, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Mais pour répondre à ta question, moi je verrais, j'ai pas sensiblement l'impression qu'il y a plus de récits marrons, parce que c'est plus compliqué aussi à écrire des récits marrons. C'est bien souvent des éléments. C'est bien souvent hybride comme ça. C'est des récits militants qui sont en même temps marrons et en même temps rouges. Rouge, encore une fois, selon la thématique de Srontiès. Mais il y a toujours une forme d'ambiguïté, finalement. Donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir qu'est-ce qu'il y aurait dans les récits pessimistes qui pourrait quand même nous inciter ou nous inviter à nous engager. D'où le fait que ça dépend aussi des modes de lecture, que l'on convoque, et bien sûr auquel on s'exerce. Ouais. Merci. Je me demandais, après je vais laisser le micro, tu nous as parlé de prototopie, et c'est quelque chose que j'ai cherché dans la littérature, que je pensais trouver dans La forêt de Jeanne Egland. Et j'ai trouvé ça particulièrement pessimiste. Ouais, c'est plutôt une dystopie. Et est-ce que tu en aurais certains livres à conseiller ? Oui. Une des premières auxquelles je pense, aussi parce que c'est un texte assez passionnant et très bien écrit, c'est le Ministère du futur de Kim Stanley Robinson, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment la description. Robinson, c'est toujours impressionnant pour ça, parce que c'est extrêmement documenté. C'est très, 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 très riche aussi en termes informationnels. Mais c'est la description d'une société qui essaye de se transformer et qui développe des
initiatives et les stratégies qui existent encore aujourd'hui, mais qui les extrapolent jusqu'en 2060, je ne sais plus, et qui montrent ce qu'il advient quand la majorité a marché, mais une partie a quand même pas marché, donc il faut quand même continuer à travailler pour aller dans ce sens-là. Donc les choses ne sont jamais réglées, et c'est ça qui rend les choses passionnantes, justement. Quel problème est-ce que tel ou tel personnage rencontre lorsqu'il s'agit justement de créer des crédits carbone ou de maximiser la présence des corridors biologiques pour préserver la biodiversité, etc. C'est des choses qui sont vraiment assez passionnantes à lire. L'autre, peut-être, à laquelle je penserais, c'est Ursula Le Guin, qui est une autrice américaine de science-fiction, qui a écrit Les Dépossédés. Les Dépossédés, c'est aussi un des textes qu'on peut... C'est plutôt une utopie ambiguë, c'est-à-dire que ça nous projette déjà dans un monde, un monde temporellement très éloigné du nôtre, mais en même temps, il y a toujours des petits conflits entre deux lunes, Arès et Anarès, qui sont... dont l'un propose un modèle de société décroissante qui fonctionne, volontairement de frugalité volontaire, et l'autre qui est resté dans un paradigme capitaliste et productiviste. Et en fait, c'est justement cette ambiguïté, ce conflit, ce dialogue possible entre deux types de cultures qui est intéressant dans le livre, parce qu'en fait, nous vivons sur Anarès et on reçoit la visite de quelqu'un d'une autre lune qui nous parle d'un autre système. Donc, c'est vraiment plutôt le dialogue ou le débat dans ce type-là de fiction qui est intéressant. Donc ouais, le ministère du futur et les dépossédés, en tout cas. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question pour la partie des critères. Sur les processus, que je n'ai pas trop compris. C'est le 4e point, je crois. Il y avait le fait de... Vous aviez 4 points pour définir une éco-poésie. Oui. Et le 4e point était un petit peu flou à mes yeux. J'aimerais savoir si vous aviez d'autres excellentes références de films pour expliquer ce point et aussi de manière générale l'éclaircir un petit peu. Ouais. Le 4e point, c'est donc de considérer l'environnement comme un processus et non pas comme un décor statique. En fait, le 4e point rejoint quelque part le premier point, qui est celui de dire l'environnement n'est pas un décor, il est vivant. Et non seulement il est vivant, mais en plus, il évolue à son propre rythme. Et Buell a choisi de distinguer ces deux points pour bien souligner le fait que nous sommes véritablement embrigadés dans cet environnement naturel, avec les vivants, en fait, concrètement, avec le vivant et les vivants. Et considérer qu'il n'y a que les histoires humaines qui comptent et qui, du coup, se transforment et évoluent et que le reste du décor naturel reste statique, c'est une manière d'entériner justement le fait que nous sommes de ce privilège anthropocentrique dont je parlais tout à l'heure. Et l'autre question, c'était par rapport à des films. Oui, alors effectivement, Le Monde d'après, c'est pas je l'ai pris parce que c'est pas le meilleur film, on est d'accord, mais ça peut être divertissant à différentes c'est pour un dimanche après-midi où il pleut, par exemple, et encore. Mais est-ce qu'il y a d'autres films de ce type-là qui abordent ces questions ? En fait, mine de rien, la plupart des films de Roland Emmerich comportent une dimension, c'est étrange, mais comportent une dimension écologique, une dimension éco-poétique, avec tous les critères tous les stéréotypes américains et blockbusters que ça comporte. Mais ouais, Flow par exemple, tout à fait, absolument, ou Wild Robot, que m'a fait découvrir aussi Stéphanie. Ouais. C'est très juste. C'est très juste. C'est intéressant parce que Flow, en plus, ça pose la question du rythme. Ça pose la question de à quel rythme est-ce que nous vivons, à quel rythme est-ce que vivent les vivants, les autres vivants qui nous entourent. Ouais. Le chant des forêts. Alors, est-ce que le chant des forêts, c'est une fiction ? Là, pour le coup, c'est intéressant. On est plutôt du côté du... même, à la limite, on peut toujours chercher je suis d'accord avec vous, mais on peut toujours chercher des éléments de documentaire. C'est comme La Panthère des Neiges, à quelque part. Des éléments de fiction dans les documentaires et des éléments de documentaire dans la fiction. Là, les critères de Buell, c'est vraiment sur la fiction. C'est vraiment comment est-ce que je dépeins un monde dans lequel les critères définitoires de ce qu'on appelle la préoccupation écologique sont respectés ou non. Et donc, le chant des forêts, je le mettrais plutôt dans les documentaires. Silent Friend, ça je connais pas alors. Tu veux un micro ? Du coup, j'aurais juste
une dernière remarque. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors c'est une œuvre japonaise qui s'appelle Les Enfants de la mer. Et c'est très 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 perché. Je prends toutes les références que vous me donnez. Les Enfants de la mer. Ouais. J'espère que vous pourriez le lire et si vous avez un jour l'occasion de donner un avis dessus. C'est une œuvre très très chaotique sur en fait l'impact de la nature sur l'homme qui en fait met en œuvre une espèce de prophétie bon gré malgré de l'humanité. L'humanité est en fait témoin de ça sans comprendre du tout ce qui se passe. Et on a il y a quelques remarques ici et là. Et les scientifiques essaient de comprendre en fait ce que la nature essaie de mettre en œuvre sans totalement comprendre. Et on reste très très perplexe à la fin de toutes les explications et même de la conclusion de l'œuvre et de l'artiste. Donc j'aurais bien aimé du coup votre avis dessus si un jour vous avez l'occasion. Oui, Les Enfants de la mer, je note. Vous avez le nom du... Je trouverai, mais le nom du... On peut en parler après aussi, facilement, j'ai ouais. pas le nom de... Mais c'est très connu, il y a même un film dessus, mais le papier, le manga est beaucoup plus explicatif, je trouve. Ok, très bien. C'est vrai que du côté de la culture japonaise, il y a beaucoup, je vous en prie, il y a beaucoup de... Merci à vous. Il y a beaucoup de possibilités et de références à... Ne serait-ce que chez Miyazaki, qui est aussi d'ailleurs un des premiers auteurs auxquels on peut penser. Je me permets juste de rebondir parce que vous avez posé la question sur Roland Emmerich. Ce qui est intéressant sur ce critère numéro 4, qui apparaît assez peu dans le jour d'après, il apparaît beaucoup plus dans un autre énorme blockbuster, mais c'est quasiment le seul critère qui apparaît parmi les 4 de Buell, c'est 2012. Dans 2012, en fait, vraiment, le monde a son propre rythme et on se le prend dans la figure. On ne savait pas que tout d'un coup, à cette date-là, il y a une grande catastrophe qui survient un peu magiquement comme ça, mais elle est quand même fondée sur une sorte de décodage, de déchiffrage très énigmatique pour nous et dont on Oui. Absolument. Ouais. Dans 2012, ça fait longtemps que ça se prépare et on ne le savait pas. Ou alors on le savait, mais on ne l'a pas écouté. C'est toujours un petit peu cette espèce de menace très Roland Emmerich. Ouais. Et dans Moonfall aussi. En général, les gens ne sont pas très fans de Moonfall. Moi, j'adore ce film. Je trouve. C'est pour ça que la science-fiction est faite. Ouais. C'est vraiment un nanar. Hein. Dans quelques années, ce sera un nanar absolu, mais c'est drôle. Récemment, je suis allé voir ici au cinéma de la Cité un film de 2h30 qui s'appelle Silent Friend C'est ça. Et qui parle d'un arbre qui observe plusieurs générations d'humains. En fait, il est là, mais tout le monde n'a pas conscience qu'il est l'observateur et qu'il est l'un des personnages centraux du film. Super bien. Ouais. C'est une coproduction Hongrie, France, Allemagne, réalisée par Ildiko Enyedi. Ça va très très lentement. C'est vrai que là, pour le coup, les 2h30, on les sent. C'est quand même très beau, mais c'est vrai que le rythme de l'arbre, c'était un peu dur de ne pas dormir. Il faut le courage d'aller jusqu'au bout de l'expérience cinématographique. Ouais. Merci. Moi, je me posais la question justement avec tous les nouveaux récits. Enfin, pour moi, l'objectif, c'est aussi de faire réagir, qu'on se pose les questions. Et je me demande aussi si cette impression d'avoir surtout des récits marrons liés au fait que le cerveau a plus tendance à noter le négatif. Et ça a aussi plus tendance, je pense, à bloquer, en fait, à créer un blocage, souvent par la peur. Et moi, j'aime beaucoup les récits verts, en fait, même si ça peut être parfois peut-être de l'utopie, mais en fait, pour donner envie, en fait. On n'apprend jamais mieux que par l'envie, on agit mieux que par l'envie. Et plutôt, la peur n'est pas un moteur durable, à mon avis, en fait. Et du coup, je voulais savoir si vous, dans vos études, de ce que vous avez vu, est-ce que vous avez pu savoir, enfin ressentir si un écrit marron a plus d'impact, enfin comment sont perçus en fait ces différents types de récits sur l'instant, mais sur la durée. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux si on doit créer une histoire? Quels sont les thèmes les plus porteurs et les plus moteurs pour s'engager en fait dans le changement?
C'est une excellente question. Ça rejoint justement le projet de recherche dans lequel je suis, qui s'appelle Strive. C'est un projet de recherche dans lequel on va aller justement, on est en train de concevoir des séquences pédagogiques pour des enseignants essentiellement au lycée avec lesquels on collabore et on travaille, qui vont justement faire lire à leurs élèves, aux élèves de certaines classes, certains types de récits et ensuite recueillir justement leur avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. Et c'est une étude qui n'a encore jamais été faite. On a obtenu enfin, sur 3 ans, là en l'occurrence, on a obtenu un fonds pour ça, donc je pourrais vous répondre d'ici 2 ans, j'espère, mais, mais je peux essayer d'esquisser les réponses avant ça. Ce qu'on a constaté, en fait, c'est que, nonobstant le type d'imaginaire auquel on est confronté, que ce soit dystopique, prototopique ou utopique, ce qui change vraiment, c'est l'espace d'agentivité. Si on nous présente ou la marge d'agentivité, si on lit une utopie en disant « c'est comme ça que ça va être et pas autrement », et donc tout ira bien, eh ben, on est démobilisé. On perd notre agentivité. Dans ce cas-là, j'ai qu'à attendre. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Il y a beaucoup de récits utopiques technoscientifiques qui disent la civilisation humaine sera sauvée dans quelques années. On saura comment résoudre le réchauffement climatique en bombardant du mercure dans l'atmosphère, par exemple, ou en allant sur Mars. Donc, il n'y a pas besoin de s'en faire. Ça, c'est très démobilisateur parce qu'en fait, il n'y a que certaines personnes, même en adhérant à cette idée-là, ça signifie, si moi, je ne sais pas comment fonctionne la terraformation de Mars, eh ben, je ne peux qu'attendre que quelqu'un de compétent le fasse pour moi. Et donc, je ne peux rien faire pour le moment, ou alors je me dis, en fait, ça ne sert à rien. Et si, dans l'autre cas, dans l'autre extrême, les récits apocalyptiques, si le monde est foutu pour foutu, pourquoi agir maintenant? Et je suis paralysé, je suis pétrifié. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est justement que c'est comment retrouver de l'agentivité par rapport à ça. Et justement, le récit, le roman Le Ministère du Futur montre, et c'est ça c'est vraiment un des grands talents de Robinson, montre que avec des petites initiatives, on peut entreprendre maintenant une petite initiative et tout de même conjecturer, extrapoler ce que ça deviendra dans 10-15 ans de manière collective. Donc on retrouve de la collectivité et on retrouve à quelque part de l'agentivité en commun. Et je pense que ça, c'est un des enjeux fondamentaux. Ça, c'est un des premiers aspects, c'est peut-être des récits qui montrent justement que on peut agir chacun à notre échelle et qui nous donne l'envie d'agir chacun à notre échelle. Et pour ça, je te rejoins complètement, qui est, moi j'adore la littérature verte, j'adore les récits de voyage, Camus, c'est un des textes que je préfère. Enfin, il y a vraiment cette... parce que justement, ça nous ouvre un autre regard sur ce qu'on imaginait justement statique et ça nous donne des outils sensibles. Une des autres choses, et je terminerai par là, qu'on a constaté, c'est que lorsqu'on propose aux étudiants et aux étudiantes dans les écoles d'art, bien évidemment, mais aussi dans les classes de lycée, de participer elles-mêmes à l'écriture d'un texte ou à la composition d'un imaginaire, là, ça redonne de l'agentivité. C'est pas quelque chose qu'on leur donne qu'on donne de manière passive. Lisez et dites-nous ce que vous en pensez, mais c'est on va inviter une autrice ou un auteur et vous allez écrire avec lui ou avec elle. Et en fait, de faire des ateliers d'écriture sur la thématique écologique dans les classes de lycée, ça a un impact colossal parce que tout d'un coup, on se dit « je peux écrire, j'ai la possibilité, je m'empuissante en quelque sorte en écrivant mon propre récit. » Je deviens acteur, en fait. C'est ça, en fait. C'est qu'il faut donner envie d'être acteur. De devenir acteur, ouais. Tout à fait. Et c'est vraiment plus... Enfin, bon, après, c'est personnel, mais c'est vrai que c'est plus par l'envie, par quand même aussi... une option d'optimisme, une vision potentiellement optimiste de se dire tout n'est pas foutu et surtout le fait de toute manière, comme vous l'avez dit, une catastrophe, on ne pourra rien y faire, des méga solutions technologiques, on ne pourra rien faire. Donc où est-ce que je peux agir? Et en fait, je pense que c'est vraiment là où trouver comment parler aux gens. Et moi, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, mais le documentaire Demain de Cyril Dion, c'est presque prototypique parce qu'au début, il parle vraiment du constat écologique difficile et après, il présente des solutions entre guillemets simples ou accessibles où tout le monde pourrait potentiellement s'investir et qui donnent envie, en fait. Et je trouve, justement, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait switcher, j'ai envie de dire, qui m'a vraiment touché et qui donne envie d'amener des histoires en fait qui touchent les gens à ce niveau-là, qui donnent envie d'agir. Mais bon. Ouais, je complètement par rapport à ça. Moi aussi, c'est un livre un film qui m'a touché aussi parce qu'il fonctionne un petit peu comme le Ministère du Futur justement, c'est-à-dire en constellation. Il y a différentes petites solutions, chacune à son niveau, qui sont activables ou actualisables maintenant à notre portée, absolument. Ouais.
Il y a un philosophe français qui s'appelle, mais d'origine argentine, qui s'appelle Miguel Benassayag, qui est un philosophe très engagé et qui disait, en fait, quand on a l'impression qu'on peut rien faire, demande-toi où est ta puissance et commence par ta puissance. Commence par ta puissance, ça veut dire si tu es engagé dans telle ou telle association, quelles sont les associations autour de toi dans lesquelles tu peux t'engager, et regarde ce que ça fait. Ça ne veut pas dire que ça va transformer le monde demain, mais en tout cas, ça va peut-être transformer ton monde maintenant et peut-être du coup le monde demain. Ouais. Bonsoir. Je suis désolée, ça va être un peu une longue question, mais hier je regardais un film de Ichikudo qui s'appelle Les Guerriers du Devoir, qui date de 1967, et c'est un film où la nature, à l'image en tout cas, a une place très importante, dans le sens où ça se situe dans des paysages de montagne, où on est dans la forêt. Et par contre, c'est vrai que c'est vraiment un décor dans le sens où il y a une absence totale d'interaction entre les histoires des personnages et le cadre naturel, qui sert plutôt à soulever par contraste en fait l'absurdité de la folie de toutes les histoires des hommes, parce que voilà, ils sont toutes leurs horreurs, et puis autour il y a la montagne qui est tellement belle, quoi, et qui bouge pas. Et donc je me posais la question en écoutant la conférence ce soir justement, de comment est-ce que dans un récit on pourrait créer de l'interaction entre les personnages et un cadre naturel autrement que par le conflit, dans le sens où souvent les histoires où on met les humains en rapport avec la nature, c'est soit parce qu'il y a une agression de la nature sur les humains, parce qu'il y a une catastrophe, ou alors une agression des humains sur la nature. Et donc je me demandais comment est-ce qu'on implique l'humain par rapport à la nature et vice-versa, sans une dynamique comme ça de violence. Ouais. C'est-à-dire comment est-ce qu'on, si je comprends bien votre question, merci beaucoup, c'est une question vraiment importante et passionnante. La question c'est comment chercher ou comment traduire ou transcrire dans les œuvres d'art, par exemple dans les films ou autres, des modes de coopération. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre en fait qu'une lutte que le conflit entre l'humain et son environnement? On peut raconter la transformation. Je pense qu'on peut raconter l'hybridation. En fait, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'est-ce que j'apporte à la nature et qu'est-ce que la nature m'apporte concrètement. Et ça, c'est passionnant. C'est ce que fait justement aussi le ministère du Futur dans une certaine mesure. Qu'est-ce que je peux faire pour considérer l'environnement, tout en considérant et pour affirmer le fait que l'environnement vivant n'est pas statique. Qu'est-ce que j'apporte moi à la nature et qu'est-ce que la nature peut m'apporter, et être ouvert à la transformation, ouvert à l'événement. Un des éléments aussi, le film que vous évoquiez me fait penser à un autre film qui est un film américain pour le coup, qui est Thin Red Line de Terrence Malick, qui raconte en fait la guerre en Asie, enfin la partie de cette campagne de la Deuxième Guerre mondiale qui se déroule essentiellement en Asie et en Extrême-Orient. Et en fait, la nature est absolument somptueuse, mais c'est la guerre. Il n'y a que les humains qui font la guerre dans un monde pareil. Et je trouve que c'est un film qui justement règle très très bien cet aspect-là et qui nous interroge justement avec les outils qui sont ceux de la fiction filmique sur mais pourquoi se bat-on dans un monde pourtant aussi beau, et uniquement et qui joue cette fois-ci aussi sur les ressorts de la littérature verte ou de l'éco-poétique verte, sur la contemplation, sur ces plaines caressées par le vent, somptueuses, dans lesquelles tout d'un coup on entend deux, trois coups de feu, et puis en fait il s'avère que c'est un des personnages principaux qu'on a suivi depuis le début qui est mort, mais sa mort en fait a été passée. C'est pour le coup c'est le décor qui a primé sur le décès de ce personnage. C'est un peu le film auquel je penserais. Ouais. Justement, pour répondre à ça, encore une fois, dans Demain, il parle de la permaculture. Enfin, c'est un documentaire, hein, mais justement, là, c'est purement un rapport entre l'homme et la nature, où l'idée, c'est la ferme du Bec et Loin. Ils ont écrit un livre aussi là-dessus, c'est guérir la terre, nourrir les hommes, en fait. Et justement, c'est ce lien où comment l'homme peut apporter, en fait, comment peut transformer l'environnement pour recréer de la biodiversité. Ils ont vu qu'avec ça, en fait, ça a recréé énormément de biodiversité. On a réenrichi les sols. Et en plus, on nourrit les hommes avec des produits sains et vraiment de qualité. Donc en fait, c'est pas du tout de la fiction, hein, c'est du réel. Mais voilà, par exemple, Guérir la terre et nourrir des hommes, de Charles et Perrine, j'ai oublié leur nom, mais bref. Et c'est vraiment assez positif. Bon, après, il faut faire attention, si tu le lis, tu vas arrêter l'animation et tu vas monter une ferme, une micro-ferme, mais ça fait du bien.
Merci pour cette conférence, c'était super intéressant. Tout à l'heure, vous avez évoqué, quand vous parliez de littérature verte, vous aviez parlé de Sylvain Tesson. Et moi, je me suis posé la question, parce qu'il me semble qu'il a parfois des biais un peu politiques orientés à droite, on va dire. Et je me suis demandé, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir du coup une version vraiment... peut-être c'est plus du coup dans la littérature verte que dans les autres typologies que vous avez citées, mais est-ce que du coup il y aurait une version réactionnaire un peu de la littérature écologique du coup? Tout à fait. Il y a une tendance d'ailleurs, une tendance possible. Tout dépend vraiment, c'est pour ça que l'éducation ou la sensibilisation à des modes de lecture, c'est assez primordial. Parce que ce que fait assez... intelligemment, on pourrait dire même sournoisement, Sylvain Tesson, c'est sous prétexte de dire je suis un écrivain voyageur, je suis finalement, etc. Quand il y a un reportage qui est récemment paru sur, pas récemment, ça fait quelques années quand même, sur Blast, il y a ce journaliste qui s'appelle François Krug, je crois, qui a écrit justement ce texte sur les réactions, qui s'appelle Réaction française dans l'intelligentsia. Le titre n'est pas exact, mais en tout cas, c'était. Et parmi les personnes qui l'étudient, il y avait Yann Moix, Michel Houellebecq, ça étonne pas tellement, et puis Sylvain Tesson. Et tout le monde dit quoi, Sylvain Tesson? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc je vous rejoins tout à fait par rapport à ça. Et effectivement, quand on lit Sylvain Tesson au prisme d'une sorte de nostalgie de la France éternelle, etc., il y a des choses qui ressortent. On dit ah oui, tiens, on peut aussi, sans forcément dire que ce soit une orientation politique prédéterminée chez Tesson, c'est sans doute quelqu'un qui aime authentiquement voyager, mais qui le fait pour des raisons qui sont les siennes et qui traduisent aussi des convictions politiques. Donc on peut tout à fait écrire de la littérature verte tout en ayant des tendances ultra conservatrices politiquement. Mais cette fois-ci, ce sera défendu, ce sera intéressant d'ailleurs de montrer ça, ce sera plutôt défendu sous l'angle de ce monde naturel sauvage dans lequel il faudrait retourner parce que la société va à volo, parce que le wokisme, parce que... Enfin voilà, là je prends vraiment des gros... C'est un des modes de lecture possibles de Tesson. D'ailleurs, c'est pour ça que je pointais la question de la masculinité chez Tesson, c'est vraiment gratiné, quoi. C'est très... je pars au bord du lac Baïkal, j'ai mes romans français, j'ai ma bouteille de vodka et j'ai mes cigares. Et puis, c'est super. Et Poutine, c'est quand même quelqu'un de pas mal parce que... Donc il y a vraiment quand on relit ça, on dit, mais quoi? Parce que j'ai pas du tout vu passer ça. C'est étrange. Enfin bon, donc oui, c'est tout ça pour vous répondre que c'est tout à fait... L'instrumentalisation est toujours possible à ce niveau-là. D'autres questions? Non, on termine vraiment sur Tesson. C'est ça. C'était dur. Alors, moi, c'est pas vraiment une question, c'était juste une invitation, si tu as le temps, un peu demain. On a des projets actuels en Bachelor 3 qui, je pense, feront écho avec ce que tu viens d'exposer. Voilà, notamment, je pense au projet des garçons, là, de Gaspard, Tao et Théo. Voilà, ou au projet de Angèle et son équipe, là, qui présente le dilemme entre se sauver en tant qu'humain et laisser la nature dans sa magnificence, ou condamner la nature et par contre se sauver en tant qu'humain, ou simplement des gens qui explorent, observent, se trouvent entre guillemets en proie face à une nature prédatrice. Donc voilà, c'est à 5 minutes demain, on pourra présenter les animatiques et si tu peux donner ton avis, ça pourrait apporter une aide précieuse. Enfin, si vous êtes d'accord. Ouais. Merci. Alors, sur une note positive, est-ce que tu aurais des récits du coup solarpunk ou afropunk, enfin je sais plus, afrofuturisme, pardon. Ouais. Moi, je lis pas mal de littérature brune du coup. Ouais. J'en ai lu beaucoup depuis petite. J'ai été chercher les utopies aussi. À chaque fois, ça bute sur l'énergie. On n'a pas de solution avec des ingénieurs, des scientifiques pour mettre en place ça. Les Damasio qui font de la littérature un peu rouge pour nous emmener à militer, ok, mais tant que c'est pas à un niveau politique et beaucoup plus grand que nos petites actions, ça va vers le pire. Du coup, je cherchais moi des récits un peu positifs à lire pour,
égayer les soirées. Merci. Tout à fait, je t'en prie. Et je comprends parfaitement. Moi, un des récits, je reviens un petit peu là-dessus, mais sur la question de l'énergie, stricto sensu, un des récits qui m'a le plus enthousiasmé, c'était justement le ministère du Futur, parce qu'il y a tout un pan, toute une dimension, même si c'est plutôt des initiatives économiques, ça rejoint la question énergétique. Donc ce serait la première référence que j'aurais. Après, du côté solarpunk ou hopepunk, il y a des choses sublimes. Hein. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui publie à la Volt, c'est Michael Rock, ROCH, notamment toute sa trilogie sur la littérature caribéenne, Temawan et L'Envie, l'Emmêlée, ça c'est vraiment super. Après, je peux te donner des références. Bon, après, on peut en discuter. Je peux donner d'autres références si j'y pense. Mais là, je pense à ça. Je pense aussi à. Alors, bon, du côté solarpunk, il y a Ecotopia, qui est qui est assez incontournable par rapport à ça. Récemment, il y a un auteur français qui s'appelle Ceruti, mais je me souviens plus de son prénom, qui a écrit un roman qui s'appelle Terra Humanis. Et Terra Humanis, c'est un monde extrapolé dans lequel, c'est un monde qui fonctionne, un monde extrapolé dans lequel une faction solarpunk a pris le pouvoir, pas via un putsch, mais a tout d'un coup réussi à convaincre l'ensemble de la population, et c'est ce que deviendrait la planète ou l'Occident aujourd'hui si toutes les bonnes décisions, entre guillemets, étaient prises, si toutes les recommandations, disons, d'Aurélien Barraud étaient, pour prendre cet exemple-là, mais étaient adoptées au niveau européen. Terra Humanis étant le nom de ce parti politique, en fait, ce qui est la dernière chose à laquelle je pensais, c'était... maintenant j'ai oublié. Oui, Becky Chambers. Becky Chambers, le psaume sur les robots sauvages. Ça, c'est très beau. C'est très beau, Becky Chambers. C'est vraiment quelqu'un qui réussit très très bien à apprendre si par bonheur. Ça aussi, c'est très... Station Eleven aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, on est quand même plutôt dans le post-apo, mais dans le post-apo enthousiasmant. Ouais. Ouais. Non, c'était vous. Non. C'est bon pour tout le monde, encore des questions? Non? Alors, si vous pouvez, Colin, nous faire une petite liste demain, justement, avec toutes ces références. Avec plaisir. Non, mais comme ça, je on vous échangera. transmets aussi volontiers le texte de ma conférence, il n'y a aucun souci. Je crois que ça a été filmé de toute façon, mais pas de problème, je partage. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi pour votre invitation, encore une fois, à cette magnifique école de l'MK. J'adore.